Allez les loulous, c'est l'heure, on enregistre. Non mais je suis vraiment pas prête, là. Podcast. Bon, vas-y, j'ai encore trop de cartes à sliver là. Podcast, Célia, Marion. Non, il y a encore une réception à faire. Siegfried, t'es prêt? J'ai quelques coquilles à corriger, j'arrive. Fabien, t'es où? On enregistre. Célia, allez vas-y, lâche ton téléphone, on y va. Ah non, je suis pas prête du tout là, j'ai un post Insta à faire. Mais allez, live. Bon allez, on arrête de jouer là. J'ai presque fini de l'éclater, j'arrive. Wow, on se calme. Non mais on arrête là, c'est complètement décousu. On se concentre, on y va. Loudoum. Bonjour. Hello. Hello. Et bienvenue dans cet épisode 0 de Décousu. Il est pas fou ce générique quand même. Ce générique est assez dingue. Franchement, combien d'heures on a passé dessus? 2. Ouais. Ouais, ça vient. Mais on a beaucoup rigolé, Ouais. c'était une bonne chose. Bienvenue à tous dans ce nouveau décor, ou en tout cas un nouvel angle dans ce nouveau décor. Ça fait quelques mois qu'on a envie de vous parler de manière un peu différente. On s'est dit que c'était l'occasion rêvée. On a gagné quelques mètres carrés. On a pris un peu confiance en nous, mais pas trop non plus. Donc on débute calmement avec ce premier épisode 0, qu'on a voulu être une rétrospective de cette année 2025. Où on a plein de choses à vous raconter. Pour m'accompagner aujourd'hui, juste à ma droite, vous le connaissez parce que vous le voyez très régulièrement sur notre chaîne YouTube, vous présentez ses derniers coups de cœur et nos derniers coups de cœur. Les clients se plaisent à l'appeler Grand Corps Malade, mais je vous présente notre petit corps en bonne santé, Henrik. Salut tout le monde, c'est Petit Corps en bonne santé. Juste à côté de lui, sa fidèle acolyte. S'il était Charlie, elle serait assurément Lulu. Elle vous Elle a accompagne. pas la ref. Elle n'a pas la ref. Elle a pas la ref. Je savais qu'elle n'aurait pas la ref. Elle nous accompagne dans l'ascension de notre top sur notre chaîne YouTube depuis le début de l'année. J'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur d'avoir Célia. Hello tout le monde. Et pour finir, the last but not least, mon fidèle acolyte. Il est grand, il est beau, il nous vient de Normandie, c'est un peu notre Adrien Rabiot à nous. Fabien. Il vient pas de Normandie. Non, je sais, mais il est beau et bouclé comme toi. Ça me va très bien. D'accord. Fabien, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, c'est pas. Pas la moindre idée. On m'a dit, On t'a dit de venir. on m'a dit podcast. Très bien. Je suis Merci descendu. d'être venu, c'est déjà une très très bonne chose. Avec grand Je suis plaisir. ravi de t'avoir avec nous. Non, là, on fait une petite rétrospective sur notre année. Et l'idée pour commencer, c'était un peu de présenter pourquoi on fait des vidéos, parce qu'on a commencé il y a à peu près un peu plus d'1 an maintenant, mais sans jamais expliquer pourquoi on le faisait. Et donc là, c'était un peu l'occasion avec ce nouveau format d'en parler avec tout le monde. Donc voilà, on a commencé il y a 1 an, et l'idée, c'était un peu de réussir à sortir de notre site web, où on est toujours derrière nos écrans. On parle avec nos clients forcément pour des demandes clients, mais sur le côté conseil, présentation de nos coups de cœur, alors qu'on passe nos journées à tester des jeux, c'était compliqué de le faire vivre en dehors des articles de blog, etc. qu'on pouvait faire. Et là, ça offre un format un peu plus interactif. Ouais. Déjà, rien que nos vidéos top permettaient de nous montrer, de présenter nos coups de cœur. Et ce format-là offre encore plus de solutions, de discussions et d'ouverture. Ouais, et puis après, faire des tops, c'est un peu limité quand on veut parler de notre vie de vendeur de jeux au quotidien, parce que finalement, notre vie, c'est pas que des tops, quoi. Et du coup, Enrique, Célia, cette vie de youtubeur et cette nouvelle notoriété, enfin, si on peut parler de notoriété, vous la Ouais. vivez comment? Notoriété, je sais pas encore, mais ouais. Enfin, je pense que tu as déjà des fans. Hein. Peut-être. Un petit fan club. Ils m'ont pas encore écrit en tout cas. Ils viendront à tes concerts. Ouais, peut-être. Non, mais moi, je suis un peu venu en plus. J'ai un peu intégré l'équipe à ce moment-là, au moment où il était peut-être nécessaire d'avoir une présence sur YouTube et pouvoir discuter de jeux de visu avec les gens. Ce qui est cool parce que moi, en plus, j'ai travaillé en boutique physique, donc je présentais les jeux évidemment en direct. On a moins ça évidemment sur le web, mais pouvoir faire des sélections et en parler, finalement, on en parle comme si on conseillait les clients directement en faisant des sélections de top. Alors, pour le moment, on a vraiment fait des vidéos sur les grands incontournables du jeu de société parce que le but, c'est aussi d'essayer d'aller cueillir des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses. Et ça, je pense que c'est hyper important. On me l'a reproché d'ailleurs un peu. On les connaît, ces jeux-là. Oui, toi, tu les connais, mais peut-être que tout le monde ne les connaît pas, en fait. Donc, je pense que c'était important de partir de ça comme base. Et puis après, à partir sur d'autres formats. Si on va en festival, et bam, on fait un retour sur ce qu'on a vu à Cannes, Vichy, pareil. Les sorties du mois, qu'est-ce qu'il y avait de bien ce mois-ci.
Maintenant, j'intègre aussi des choses sur Instagram avec des sorties, les sorties hebdomadaires. Il y a tellement de sorties. Là, tu peux Mais aller du coup, dérouler. d'ailleurs, ce traitement des sorties, tu trouves ça vraiment différent face au boulot que tu avais en boutique physique? Non, mais en vrai, c'est très différent. Parce que s'adresser à une caméra, c'est autre chose. Mais je pense que je pense que c'est nécessaire pour nous qui sommes sur le web. Et quand bien même, de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, on est un peu obligé d'avoir une présence sur ces réseaux-là, quoi. Aujourd'hui, t'as pas. Si tu regardes n'importe quel pâtissier ou n'importe quel artisan, il a une chaîne Instagram, peut-être même une chaîne YouTube. Tu penses qu'on va faire des gâteaux? Peut-être. Après, on pourrait demander à Siegfried qui fait des très très bons gâteaux et du coup, ça. Non, mais je Pour avoir pense, une chaîne secondaire. je pense que de toute des façon, jeux et des cakes. quand tu as une entreprise, aujourd'hui, tu es un peu obligé d'en passer par là, même si tu n'as pas envie. Il se trouve que nous, ça nous fait kiffer et qu'on investit dedans et que c'est même de plus en plus amusant à faire. Et En plus, c'est des produits cool à présenter. Bah ouais, si puis on, c'est si ça, on bossait quoi. chez Oscaro, qu'on mettait en avant des pneus, ça serait moins ouais, des pneus. Ils font ou- pas de pneus chez Oscar. Ils font tout seul des pneus. Mais- C'est ça, parler de jeu, c'est trop cool, quoi. Donc voilà comment ça se passe. L'idée, c'est pour nous, jusqu'à présent en tout cas, parce qu'en effet, la chaîne YouTube, d'ailleurs, si vous la connaissez, peut-être qu'il y en a qui la connaissent pas en fait, mais si vous tapez loudoum.fr ou -fr sur YouTube, vous tomberez sur notre chaîne et vous aurez tout un tas de vidéos. Abonnez-vous. Eh bien sûr, abonnez-vous. Une chaîne qui a à peine un an et on a dépassé les 4000 abonnés là au bout de 12 ou 13 mois, quoi. Mm. Donc c'est cool parce que c'est un format qui prend. Et des formats, on a envie d'en tester plein avec nos limitations techniques, mais on trouve des inventions, on cherche et on espère trouver plein de nouveaux formats pour. Enfin, moi en tout cas, j'espère essayer d'autres trucs, quoi, de semaine en semaine. Ouais, puis c'est une frustration. Je pense qu'on a tous envie de communiquer. Célia, toi, tu t'attendais quand tu arrivé chez le Doom à devoir faire des vidéos et à devoir communiquer comme ça avec le public? Pas du tout. Parce qu'en plus, je suis pas une personne très à l'aise de base devant les vidéos. Et par contre, c'est un très bon exercice, même pour parler en public ou quoi. De faire son script, de parler devant la caméra, même de se voir en vidéo, c'est toute autre chose. Et pour le coup, c'est vraiment chouette. Et puis, Tu t'en sors bien, globalement. merci. C'est normal. Et je rejoins aussi ce que disaient Fabien et Enrique. Je pense que c'est aussi important en tant que boutique en ligne d'être présent aussi en fait sur les réseaux, en vidéo, etc. Parce que déjà, en vrai, la vidéo, tout le monde consomme du contenu vidéo aujourd'hui. TikTok, Insta, YouTube. Et puis en fait, ça permet aussi d'apporter aussi notre personnalité, la petite ADN de Loudoum. Et c'est ça aussi qui est cool, en fait, qui nous découvre autre que par le site avec nos petites photos, Ouais. mais aussi qui puissent aussi comment dire, qui connaissent nos goûts et en fait, ils peuvent se référer un petit peu à Ouais, nous. se quoi. projeter et Exact. deviner un peu qui on est comme joueur, quoi. Ouais. Enrique, tu as mis beaucoup d'énergie au démarrage pour lancer un peu toutes ces vidéos de top, etc. L'équipe s'est agrandie, il y a Célia et Siegfried qui ont commencé à bosser avec toi un peu sur toute la partie éditoriale des vidéos qu'on voulait faire. C'est pas un peu frustrant quand on sort un top 5 des meilleurs jeux d'Angel Building et de voir des commentaires qui arrivent popper sur les réseaux? Ah, t'as oublié ceci, t'as oublié cela, etc. Comment tu vis ça au quotidien? Alors, très bien. Vraiment très bien. Et en plus, de toute façon, c'est cool parce que c'est un truc, je crois que je conclue à peu près toutes les vidéos comme ça, où j'invite en fait les gens à compléter la chose. Cette sélection, c'est la nôtre. C'est notre chaîne, donc déjà on fait ce qu'on veut en fait. Mais par contre, carrément, si tu penses que j'ai oublié un jeu, ben dis-le nous, quoi, carrément. Et l'idéal, ce serait d'aller plus loin, dire et ce jeu-là, de le présenter en fait. Ouais. Présente-le. Moi j'ai présenté 10 jeux, présente. Du coup, je crois que ça présente marche. le jeu Il y a que quand j'ai même oublié. des gens qui commencent à nous faire des petits commentaires en effet en Ouais. nous disant moi je rajouterais bien ça. Oh, mais etc. c'est trop cool, Et- c'est trop En cool. fait, c'est un réseau social maintenant, YouTube. Donc, Ouais. c'est prévu pour échanger, commenter. Enfin, on adore ça en plus. Moi, je regarde tout. On est encore à un stade où la chaîne monte de plus en plus, mais on est encore à un stade où j'arrive largement à lire tous vos commentaires et à y répondre. Donc oui, il faut continuer de nous dire qu'on a sans Commentez doute oublié vos un jeu. C'est votre jeu et présentez-le et les autres le liront et c'est trop bien en fait. Ouais, et puis ça reste nos sélections. C'est pas, on n'estime pas avoir la voix divine c'est ça. et établir des top 10 de vente, etc. On fonctionne quand même un peu en cercle fermé en tant que joueur aussi. Hein. On est 8 dans l'équipe, on est 8 à jouer ensemble et on est 8 à tester ces nouveautés-là et pas toujours les 8 en même temps parce qu'on peut pas jouer à tous les jeux à 8. Et on a tous des affinités assez différentes avec les produits.
Oui, de toute façon, tout le monde aura une affinité différente. Enfin, Ouais. on pourra jamais faire un top 5 ou un top 10 qui va plaire à tout le monde. Quoi. Ça reste juste des top Ludum, quoi. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de partager ce qui nous plaît et ça sera forcément plus dynamique si on prend ce qui nous plaît et pas ce qui peut plaire. C'était pas très clair ce que je disais. Ouais, Mais bon. t'aimes bien. Faut parler de jeux qu'on aime bien, quoi. Vous m'avez compris. Mais il y avait des commentaires spécifiques qui vous ont fait un peu rager parfois sur nos vidéos YouTube où finalement on prend tout avec philosophie. Bah, De manière générale, on a quand même des assez bons retours. Ouais. Les gens sont hyper sympas, donc... Enfin, il y a eu quelques petits mauvais commentaires, mais c'était plus sur le fait qu'on n'était pas trop naturel à la caméra ou quoi, ce que je peux comprendre. Mais bon, on n'est pas non plus des pros de la vidéo. On a commencé comme ça, en fait. Et j'espère qu'on s'est amélioré quand même depuis le début. Ouais, et combien même après on reste, c'est pas notre métier primordial, c'est pas notre métier premier. Oui, on sort pas d'école de journalisme. Ou de... Non, mais c'est sûr. Non, Ouais. et on n'a pas pour vocation à devenir influenceur non plus. Enfin, je pense pas que c'était Ouais. notre volonté. Je pense qu'on a envie de parler de jeu comme on a envie de parler de jeu. Parce qu'en effet, c'est frustrant de ne pas voir des clients débarquer dans notre boutique tous les jours et de pouvoir leur parler de notre dernier coup de cœur. Après, influenceur, c'est un métier, quoi. Oui. Très clairement, c'est des journées entières à passer à faire des vidéos, à passer à faire du montage. Nous, là, on s'est assis à table, on a appuyé sur Play, enfin sur Rec, parce que sur Play, ça aurait pas servi à grand-chose. Ouais. Et let's go, quoi. Mais en Donc, tout- on avait des contraintes techniques en plus qui limitaient le fait que ça rende naturel. Quoi. On était dans une toute petite pièce de 6 mètres carrés. Ouais. Forcément, on est un peu mieux ici. Là. Oui, c'est vrai. Mais tu devrais t'approcher un tout petit peu du micro, Fabien. Mais cela dit, si je reviens sur ce côté de présentation de jeu naturel ou pas, moi, quand j'ai pris en charge l'installation de ce studio et le matériel qu'il fallait acheter, j'ai vraiment insisté sur je voulais un prompteur. C'est Ouais. hyper important pour moi. J'ai dit ça existe, je veux ça. On a pu nous dire ça aussi, c'est scripté et tout, mais en fait, je continuerai sur les présentations de jeux à le faire, je pense, parce que je trouve ça trop pratique Oui, en termes après, de je pense que montage. tu es de loin le plus à l'aise avec Ouais. le prompteur et tu es celui avec lequel ça se voit le moins. Donc, Oui, non, mais après, ça, c'est un. Je pense qu'il y a Prends. peut-être des gens qui découvrent qu'on a un prompteur aussi. Ouais, peut-être. bah voilà, je le dis. Ouais. Voilà. Voilà. Je n'ai pas peur de Grosse le dire. Voilà. personnellement, je me suis revu en vidéo, j'ai vite compris que j'avais un prompteur. Je n'ai pas peur de le dire, mais en même temps, c'est trop bien. Et prêt. j'ai aussi imaginé ça parce que moi, en fait, finalement, je regarde très peu YouTube justement parce que il y a souvent rien d'écrit. Et en fait, je suis assez saoulé par des vidéos avec des introductions de 10 minutes où ça tourne autour du pot. Là, j'ai un script qui va à l'essentiel. J'ai pesé chaque mot parce que j'ai pris le temps de l'écrire avant. Et en fait, ma vidéo, avec un script et un prompteur, normalement, tu la regardes pas en x2 en fait. Mais là, tout le monde regarde les vidéos en x2, x4 parce que, Ouais. en fait, il y a des gens qui passent 1000 heures à dire des trucs en tournant autour du pot et ça va pas à l'essentiel. Et c'est pour ça que moi, je kiffe que ce soit percutant, que chaque mot soit pesé, que les idées soient développées dans un certain ordre qui a été pensé et réfléchi avant. Et tu as une vidéo de 10 minutes que normalement, tu n'es pas censé regarder en x2. Ouais, parce que T'es moi, un c'est- peu un néo-influenceur, quoi. Bah non, je suis à l'ancienne en fait. parce, un ancien. parce que le prompteur, c'est un truc de la téloche, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai, c'est vrai. je pense que si on avait pris ma vidéo que j'ai fait sans prompteur, ça aurait été des vidéos de 45 minutes. Ouais. On les aurait regardés en x10 ou on les aurait pas regardés. Et on n'aurait pas compris de quoi Ouais. je parlais. Mais en tout cas, prompteur ou pas, le plaisir, il y est en fait. Et, Ben oui, on a envie quoi. Et en fait, c'est comme si on parlait à nos potes, à notre famille et qu'on a envie de faire découvrir un jeu. Que ça soit vous, ceux qui nous regardez ou nos amis ou quoi. En fait, c'est pour ça qu'on a envie de transmettre la passion et de faire découvrir d'autres jeux en fait, à d'autres personnes, qui est prompteur ou pas du tout. Une de nos dernières réalisations, c'était le top 10 de l'année 2025. Je ne sais pas si on peut nous le diffuser en régie. On doit avoir un petit élément qui va vous montrer ça. C'était quoi les enjeux de la création de cette vidéo C'est quoi le message qu'on voulait véhiculer? Pardon. Quel message on voulait véhiculer? Déjà, il faut savoir que ce truc-là, voilà, on le voit à l'écran, les 10 jeux... Pour ceux qui ont un écran. Voilà, pour ceux qui ont un écran, les 10 jeux de l'année chez Ludum, les 10 jeux... Alors, c'est pas nos 10 meilleures ventes, hein, mais c'est vraiment les 10 jeux qu'on a le plus aimé. Là, par contre, je vais plutôt, avant de revenir sur cette vidéo-là en particulier, te donner la parole à toi, parce que c'est un peu toi qui organise toutes ces stats avec ces systèmes de vote qu'on fait, parce que c'est vrai que je le dis pas dans la vidéo, mais en toute transparence, comment est-ce qu'on arrive à ça, quoi? Ouais, c'est un truc un peu historique qu'on a lancé. C'est Vincent qui avait commencé à le faire d'ailleurs. Je pense qu'il y a au moins 4 À l'époque où j'avais encore envie de faire des tableaux Excel. c'est ça. Et en fait, on reprend à chaque fois les 100, 150 jeux qui nous ont le plus plu dans l'année.
Ouais, On craint- souvent ceux qu'on avait présélectionnés pour les box. Voilà, tous ceux qui sont dans les box sont sélectionnés, plus ceux qu'on avait mis de coup dans les mentions d'honneur, principalement. Et après, quelques jeux aussi sur lesquels on a pu passer à côté et qu'on rajoute par la suite. Et du coup, le principe, c'est de noter ces jeux sur des critères internes, la qualité d'édition, le plaisir de jouer, la mécanique, une note globale finale. Et on fait une moyenne de l'ensemble des réponses de l'équipe. Et comme ça, ensuite, on ressort un top qui crée souvent des gros débats en interne chez nous. Mais voilà, à la fin, moi, je trouve qu'il est super cool pour le coup. Et du coup, là, au moment où les personnes vont pouvoir visionner cette vidéo, on doit être vers la fin décembre. On a reçu l'intégralité des chèques des éditeurs ou pas encore? Il y a des impayés encore, hein, je crois. Falloir les relancer. Ouais, faut bien se dire que personne nous dit ça, hein, cela dit, mais c'est pas du tout influencé par nos ventes ou quoi que ce soit. Si on devait mettre dans ce top des jeux qu'on vendait bien, on n'aurait pas mis fromage parce que fromage on peut pas en vendre parce qu'il y en a pas. Voilà. Donc sinon c'est vraiment des vrais coups de cœur pour ceux qui pourraient se poser la question. Et voilà, c'est des jeux auxquels on a tous beaucoup joué. Célia, Enrique, je sais pas si vous avez envie de parler d'un de vos coups de cœur spécifiques que vous avez eu cette année et d'un jeu que vous avez réussi à propulser dans ce top. Vas-y, c'est bien. Propulsé, Ouais. je dirais Opération Zèbre, parce qu'en fait, on a été l'un des boutiques à en parler en premier, je Ouais. crois. Et on a même... Principalement parce qu'on a bu énormément de bière avec l'éditeur, avec Fabien à une soirée à Cannes l'an dernier. Mais Je sais pas s'il faut en parler. j'avais de la bière au beurre, Oui. bien sûr. Et pour l'anecdote, on a même une carte Ludum Opération Zèbre. Enfin, ils nous ont fait Ouais. une carte Personnalisé. personnalisée, donc ça, c'est assez chouette. Et oui, en fait, c'est l'un des jeux qui m'a pas mal marqué cette année, parce qu'en fait, c'est un jeu d'ambiance simple, de culture G, mais qui renouvelle aussi la chose. Ouais, où t'as pas vraiment besoin non plus d'être ultra pointu Bah, en c'est termes ça, de en culture fait. générale et ça Ouais. reste assez grand public. Exact. On l'a saigné, hein. Ah ouais, franchement... Pas mal saigné. On Ouais. a fait toutes les cartes, je crois. Et là, ils sortent 2 nouvelles extensions en plus pour l'année prochaine, début d'année. Voilà. Bande dessinée. Bande et- dessinée J'ai pas et la deuxième. Un truc culinaire, non? Non, c'est Nourri. quoi? Ouais, nourri. la gastronomie, ouais. bien sûr. Ok, genre des recettes à trous. Ouais, peut-être, je sais pas. Des fromages. J'ai hâte de découvrir ça en tout cas. Enrique, toi, il y a un jeu dont on pourrait parler tout spécifique. Oui, ils sont tellement tous bien. Non, mais franchement. Faut en Ouais, choisir un, là. Ce serait probablement pas dans le top. Bah, Zénith, en vrai, c'est nul parce que tout le monde va dire ça, quoi. Mais Non. oui, le jeu apparaît dans le top de tout le monde. Et ben oui, il apparaît chez nous aussi. Non. Non, Vincent n'est pas d'accord, mais on fera pas de débat. Moi, je suis triste qu'il n'y ait pas Leaders. Ouais, Ouais, c'est vrai. Leaders, bah ouais, mais normal en même temps. En même temps, on a joué contre toi, donc c'était sûr c'est que... ça. C'est ton Ouais, jeu à après, toi. je joke sur Zenith, mais c'est un jeu exceptionnel. Il me plaît pas à moi, mais mon avis à moi, il vaut peu de choses. En effet, il est dans le top des 7 autres membres de l'équipe. Quoi. Ouais, et je kiffe son mode 2v2 là. Je trouve ça trop bien. C'est hyper bien équilibré. Tout c'est trop bien foutu. Et oui, bon, il est dans le top de tout le monde. Il sera sans doute sélectionné à l'Asdor. Vas-y, tu nous fais une petite Allez. prédiction Asdor. Je peux faire un prédict. Oui, je pense qu'il sera sélectionné à Asdor initié. Ouais, sélectionné, mais vainqueur. Ah non, vainqueur, je sais pas. Ça dépend qui est en face. Mais oui, il a de grandes chances de l'être en tout cas. Ça ferait beaucoup. Ils ont déjà eu un prix Playpunk avec celui d'avant. Captain Flip. Ouais. J'ai un doute. Si, si. Ah, On valide dans le public. Ah non, c'est Odin. Moi, ils étaient sélectionnés, mais ils l'ont Oui, pas non, eu. c'est Odin Oui, qui a pardon. gagné. C'est Odin Ah qui a ouais, gagné. c'est Odin. c'est effectivement. Odin. Ouais, donc du coup Zenith peut vraiment. Ouais, ils avoir arrivent son- en challenger, il oui. va récupérer la ceinture helvétique. Oui. Ramener Fabien la coupe à la maison. Un truc particulier sur un des jeux de ce top 10. Une prédiction Asdor ou Ouais, si tu veux, tu peux nous faire une prédiction Asdor. Ouais, Le après, Monopoly. pour le coup, Toy Battle, hein. Moi, je suis même plus que sélection. Genre. Ouais. Pour moi, Pour moi, c'est clairement le jeu. jeu qui devrait gagner cette année. Même Oui. si c'est un jeu de duel et que ça peut être compliqué, etc. Après, il y en a d'autres qui ont gagné l'As d'Or. Ouais, mais Moi, c'est le jeu que je trouve clairement le plus convaincant à présenter. Encore une fois, hein, c'est mon opinion, quoi, mais c'est le jeu que je trouve le plus fun à présenter et à partager avec des nouveaux joueurs. Quoi. Ouais, parce qu'on disait, on en parlait hier, il coche toutes les cases. Quoi. Il est hyper Ouais. accessible, mais en plus, une fois que tu le maîtrises bien, il offre plein de manières de jouer différentes avec le contrôle de territoire, etc. Donc, Ouais. ça plaît forcément à un public familial, mais aussi à un public initié. Facile à comprendre, facile à jouer. En tout cas, Asdor ou pas, il est dans le top Ludum. C'est Oui, ça oui, qui est, clairement, ça vaut bien plus que les Asdor. En vrai. Je suis J'avoue. tout à fait d'accord. Il colle pas encore des stickers Ludum avec Ouais. un top de Henry Mais voilà, on verra. Mais sur voilà. une boîte. Mais Allez, rendez-vous Faut dans faire 5 du ans. merch. on va faire des petits stickers.
à notre effigie pour coller sur les boîtes. Je suis pas sûr qu'il les colle et que ce soit spécialement vendeur, mais on peut essayer. Non, mais et pour revenir à cette vidéo top 10, je crois, ça fait longtemps que je suis pas allé voir, mais je crois qu'elle a dépassé 10 000 vues. Et c'est trop bien, pareil, pour une chaîne qui existe depuis un an. La vidéo, elle a été publiée il y a 3 semaines. On est à plus de 10 000 vues et c'est trop cool parce que c'est quand même du taf et de voir que ça prend et que ça intéresse quand même les gens et on fait pas ça pour rien, c'est trop bien. Et voilà, ça donne juste envie de continuer, d'imaginer des nouveaux trucs. Et let's go, quoi. Ouais, puis ça prouve que l'exercice qu'on fait pour les box, il sert quand même à quelque chose. Alors après, sans jouer Nostradamus et prédire les As d'or, chaque année, on est quand même assez réjoui quand on voit les sélections du Spiel ou les sélections de l'As d'or, de voir que les jeux qu'on a pu retenir en sélection box, on va les retrouver aussi. C'est quand même une mécanique, la sélection des box, de se dire systématiquement chaque trimestre, je vais essayer de choper la crème de la crème et d'en parler et de les proposer. Et parfois avec des paris, pas à l'aveugle, mais des vrais paris, parce que des jeux qui sont pas encore sortis, qui n'ont pas encore de retour public. On est 8 à y avoir joué, on a trouvé ça trop bien, mais c'est compliqué de se projeter et de se dire, notre avis à nous 8, il a un impact et finalement il va correspondre à celui de tout le public, quoi. Voilà, merci. Totalement, d'accord. Au-delà de ce top 25, de ce top 2025 et de ce top de l'équipe, on a eu une année 2025 extrêmement chargée en actualité, en nouvelles sorties. Je vous propose qu'on y revienne dans une seconde partie dans cette émission. Célia et Enrique vont nous quitter, on va laisser place à d'autres membres de l'équipe. Donc je vous dis à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Donc pour cette seconde partie, on a voulu revenir sur cette année de 2025 mouvementée, où il s'est passé plein de choses dans le monde ludique. Célia et Enrique nous ont quittés et ils ont été promptement remplacés par 2 nouvelles personnes. Juste à côté de moi, membre historique de l'équipe, elle aime les oiseaux, les escape games, mais tout cela n'est rien à côté de sa passion débordante pour Théo Rivière. Elle alimente tous les jours notre catalogue. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Marion. Bonjour. Bonjour Marion. Bonjour. Juste à côté d'elle, il a rejoint l'équipe depuis maintenant 1 an. Joueur exigeant, plume acérée. S'il était un site web, il serait probablement Ludipédia. J'ai le plaisir d'avoir avec nous Siegfried. Salut tout le monde. Et j'ai toujours Fabien. Toujours pas ce que je sais là, moi. Dans la partie 1, on a présenté notre top de cœur, le top 10 2025 de l'équipe Ludum. Donc pour rappel, on trouvait en première position, je veux bien l'image parce que je ne l'ai pas en tête par cœur, on retrouvait Fromage en première position, qui était vraiment plébiscité par toute l'équipe. En seconde position, on avait Opération Zèbre, le coup de cœur dont parlait Célia. En troisième position, pour finir le podium, Toy Battle. Et suivait ensuite, dans l'ordre, Zenith, Tag Team, Eternal Deck, Tech Time, qui est la grosse vente de cette fin d'année, Good Fortune, qui est un petit jeu de duo qui nous a beaucoup plu, Daydream, qui est un jeu que j'ai moi personnellement fortement plébiscité parce que j'étais assez épaté par l'édition. Et on retrouvait la plus grosse boîte et le plus gros jeu en termes de règles et d'expérience, qui était Wondrous Creature, en 10e et dernière position. Après, c'est important de se dire que ce top-là, c'est le top de l'équipe et qui reflète nos goûts à nous, de joueurs. Mais évidemment, c'est pas le top des ventes sur le site. Le top des ventes, il est influé par plein de choses, par les promotions qu'on peut lancer, par ce qui se passe sur le marché. Et si on s'intéresse au top 2025, on va pouvoir voir plusieurs éléments se dégager. Siegfried, je vais te laisser la parole là-dessus. Alors déjà, on va citer ces jeux pour les personnes qui ne les verraient pas. Si vous écoutez ça en podcast, comme 90% des personnes le font ordinairement. Notre meilleure vente, c'était Unlock Mythic Adventures. Puis Flip 7, Splendor Marvel, Platypus, Tech Time, Odin, le calendrier de l'Avent Exit, Gwent, Zenith et Toy Battle. Donc il y a comme une tendance qui se dégage et qui pourrait surprendre beaucoup, c'est que au moins 3 de ces jeux sont des stockages. Oui, parce que Unlock Mythic Adventure, c'est pas le Unlock de l'année 2025, c'est le Unlock de l'année 2024. Absolument. Donc Unlock, le Splendor Marvel et le Platypus sont des jeux plus anciens qui ont été beaucoup vendus là cette année et même assez récemment, mais qui sont en déstockage depuis 1 an et demi pratiquement pour toutes et tous. Alors, vous qui êtes dans le Ludum depuis plus longtemps, est-ce que c'est une tendance qu'on a déjà constatée les années précédentes? Est-ce que déjà le déstockage était aussi présent dans les tops? Et comment vous expliquez que 3 jeux du top des ventes soient des déstockages? C'est plutôt surprenant alors qu'on n'arrête pas de parler de nouveautés, de FOMO, de la course à une nouveauté, et malgré ça, c'est pas des nouveautés, c'est pas des jeux, même de cette année, qui apparaissent dans le top 10. Comment est-ce que vous expliquez ça? Marion. Moi, je dirais que ça apparaît plutôt vers 2024 pour les premiers, fin 2023-2024, où on a commencé à voir les premières offres de déstockage de la part des distributeurs.
Et la tendance s'est fortement accélérée en 2025 où pratiquement tous les mois, on avait des distributeurs qui nous proposaient des jeux à déstocker. Ouais. Je pense que ça s'explique par le fait qu'il y a eu énormément de sorties du coup, entre 2023 et 2025 et que les jeux n'ont pas forcément eu la place d'exister et d'être mis en avant au moment de leur sortie. Et donc les distributeurs se retrouvent avec un surstockage, on va dire, de jeux qu'ils ont et qui ne pourront pas vendre puisque une nouveauté en remplace une autre et qu'il faut trouver un moyen pour Ouais, moi, je pour me écouler rappelle ces jeux. au tout démarrage de Ludum en 2019, quand on parlait un peu avec nos banquiers, les différentes personnes qui s'intéressaient à notre projet, de ce qu'on voulait faire, on parlait de 500 sorties par an et on trouvait déjà ça faramineux. Alors, ou c'était peut-être 1000, je sais plus. Mais là, le chiffre, on est quasiment aux alentours de 2000 références, je pense, si on fait la somme nouvelle sortie plus extension. Je dirais même plus, je pense. Oui, si on ajoute toutes les sorties qu'on met pas au catalogue, à mon avis. On doit être à On est pas loin de ça, 2500, ouais. je pense, juste sur le marché français au final. Ouais, ce Oui, qui est assez fou. BGG citait à peu près 7000 nouveautés, mais 7000 nouvelles fiches. Monde. Ça compte aussi des goodies extensions au niveau monde, donc c'est Ouais. assez difficile en fait de calculer. Mais en fait, il y a quand même beaucoup trop de nouveautés parce que vous n'arriverez même pas à jouer à 400, 500, plus de 500 nouveautés dans l'année pour des personnes qui ne passent leur vie à ça. Mais du coup, alors Fabien, pour information, c'est la personne qui est le plus proche des chiffres et des résultats chez Ludum. On pourrait se permettre de ne pas suivre ces déstockages et de ne pas les faire? Bah non, pas vraiment, parce que sur le web, globalement, tous nos concurrents, confrères le font. Donc, dès qu'il y a un déstockage, c'est chez Philibert, chez Esprit Jeux aussi. Ouais. Et clairement, s'il y a 3 jeux dans notre top vente 2025, c'est que ça plaît, ça intéresse des gens. Ouais. C'est pas forcément les mêmes clients que ceux qui commandent des jeux habituellement chez nous, mais voilà, en fait, de toute façon, on a tout intérêt à le proposer comme les autres, et en même temps, tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter Oui, le des jeu jeux fraîchement sorti régulièrement, quand il fraîchement sort, sortis, et du coup, c'est une belle occasion pour eux. Après, je pense que c'est plutôt aux distributeurs de faire attention à mieux gérer leurs sorties, autant en nombre de sorties qu'en quantité, parce que ça va finir par impacter le marché où tout le monde va juste attendre que le jeu foire, et si plus ça va, plus tout le monde attend que les jeux foirent, mais il y a plein de jeux qui auraient dû marcher qui vont aussi foirer parce qu'on va se dire, bah tiens, autant attendre, peut-être que dans 6 mois, il sera moins cher. Ouais, mais du coup, ce qui est rigolo, c'est que dans ces déstockages, en tout cas là, ce qu'on retrouve dans notre top, c'est pas des mauvais jeux. Hein. Non, ce que j'allais dire justement, c'est simplement de très bons jeux, mais qui sont à potentiellement moins 40, voire jusqu'à moins 80%. Bah, ça permet aussi de finalement à certains foyers d'avoir des jeux qu'ils auraient peut-être pas achetés de base. Je pense d'une certaine manière, ça a quand même un effet positif sur le marché, parce que des gens qui, du coup, comme je disais, n'auraient pas acheté des jeux, vont en acheter, ils vont découvrir, ils vont rentrer dedans. Peut-être qu'en effet, la première boîte d'unlock qu'ils feront dans leur vie, ça sera la Mythic Adventures, mais finalement, ils vont acheter le reste de la gamme plus tard. Splendor Marvel est un excellent jeu dans la gamme Splendor. Faut aimer Marvel, quoi. Mais Oui. après, si t'aimes Marvel, oui. Non, mais Mais du coup, la- c'est la d'excellents barre, hein. jeux, et c'est aussi pour ça que c'est pas non plus, on va dire, choquant qu'ils se retrouvent dans ce top-là. Après, dans le dernier édito de Ludovox, écrit par Chenouillat, l'article est vraiment remarquable, on parlait vraiment d'un report de la consommation, dans le sens où les gens vont carrément attendre les déstockages pour acheter leur prochain jeu plutôt que d'acheter des nouveautés. Et ça a sans doute aussi un impact sur le fait que le prix global des jeux baisse, à la fois parce qu'on a des jeux qui auraient pu être plus chers il y a quelques années, qui aujourd'hui sont vraiment vendus aussi peu cher que possible. Ouais. Enfin, on a des Tech Time 22,50, Leaders, pareil, il est à moins de 25 euros. Oui, Enfin, c'est des prix qui... Leader, c'est vraiment fou. Des choses qui seraient pratiquement aberrantes. Beaucoup d'éditeurs qui admettent aussi qu'ils baissent leur marge pour vendre les jeux moins chers dans un univers qui est très concurrentiel. Et on peut aussi se dire qu'on s'habitue à ce que les gens achètent très peu cher. Et du coup, les gens vont se contenter à la fois des déstockages et des jeux qu'on vend à des prix qui sont plus bas que ceux à qu'on devrait les vendre, mais ce qui peut être aussi nuisible à d'autres modèles. Et on a constaté notamment la mort pratiquement du jeu à 35-40 euros. Ça, c'est aussi constaté par beaucoup d'acteurs du milieu. Là, récemment, on a eu Rebirth, mais c'est presque une exception qui fait règle et qui marche aussi parce que c'est un modèle alternatif. On aura dit dans l'année prochaine, on verra si ça marche bien. Mais globalement, c'est un modèle qui a disparu, alors que c'était un peu le modèle roi il y a encore 2-3 ans. On se souvient d'échecs historiques comme celui de Doricalc, par exemple, et qui ont sans doute aussi joué dans cette peur du milieu de se lancer là-dedans. Et on constate que dans notre top, il n'y a aucun jeu expert. Donc, est-ce que c'est dans aussi notre top de vente, oui. Dans notre top de vente. Donc, est-ce que ça, c'est ce que vous constatez aussi, que les gens achètent moins de l'expert, ou est-ce qu'il faudrait nuancer aussi ce constat? Après, moi, je pense qu'on est dans une position très particulière chez Ludum. On ne peut pas se faire la voix de toutes les boutiques de France. Moi, mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, le marché, il a plusieurs facettes. Moi, j'ai jamais vu
autant de jeux dans les grandes surfaces spécialisées. J'ai jamais vu autant de jeux chez Cultura, chez Jouet Club, à la Fnac. Les rayons maintenant sont pleins de très bons jeux et plein de nouveautés de l'année. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, toutes les boutiques Hyper Spé, et je nous mets dedans, et je mets surtout bien évidemment tous les ludicaires de centre-ville, ils étaient là pour faire la promotion de ces nouveaux titres et pour essayer de les faire émerger. Et là, un acheteur de grande surface avec ses RFA, etc., arrivait à négocier des dizaines de milliers de boîtes pour essayer de les mettre en rayon. Moi, j'ai l'impression qu'on n'en est plus là. Et pour moi, c'est un des vrais points saillants que je vois sur cette année-là, quoi, parce que ça m'arrive quand même de traîner chez Cultura, pas à la Fnac, mais on est bordelais, donc Cultura, c'est nos voisins. Je suis halluciné par la quantité de choix qu'ils ont. Et j'arrive pas à trouver ça négatif. Bien au contraire, je trouve même ça super positif parce qu'il y a quelqu'un qui va venir acheter des Mac au moulage et à côté de ça, il est exposé à énormément de très bons jeux et je me dis que c'est une chose super positive pour le marché dans ma globalité. Après, encore une fois, on le voit dans notre spectre à nous, quoi. Et nous, Loudoum, on voit forcément les choses différemment d'une boutique de centre-ville. Il y a des jeux qu'on vend quasiment pas et qui sont dans le top des ventes de la France entière aujourd'hui et il y a des jeux que nous, on va très bien vendre. On parlait du jeu expert, c'est un sujet bien à part. Après, Fabien, si tu as quelque chose à dire là-dessus. Mais... Oui, je voulais rebondir dessus. Parce que, en fait, forcément, c'est assez normal que les jeux experts soient pas dans le top 10 de vente parce qu'il y a mécaniquement moins de joueurs de jeux experts en France que de joueurs de jeux familiaux. Où en France, on est le premier marché à minima européen en termes de vente. Et principalement, du coup, c'est des familles ou des groupes d'amis qui jouent à des jeux où ils veulent les prendre en main facilement, expliquer les règles super vite, jouer vite et prendre du plaisir rapidement. Le jeu expert, c'est pas le même engagement qu'on va avoir autour du jeu. Enfin, et je pense qu'il y a eu aussi un moment en sortie Covid où il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont mis au jeu expert parce qu'ils jouaient déjà aux jeux initiés. Il y a eu des thèmes super sympas, des manières de faire. C'est l'apogée de Wingspan. Le post-Covid, c'est là où Wingspan a percé. Et Ark Nova. Ark Nova, c'était un peu plus tard. Mais je pense que justement, au moment où Ark Nova pète, se retrouve même chez Cultura, c'est le moment où il y a beaucoup de gens qui se sont mis à jouer aux jeux experts. Et il y en a peut-être pas mal qui en sont revenus aussi parce que c'est trop, pas forcément que c'est pas bien, mais que on n'a pas tous le temps. C'est un loisir dévorant de fan de jeux experts. Donc voilà, moi je pense que le jeu expert il marche toujours très bien, mais ça sera toujours un nombre de joueurs limité forcément parce que soit parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, soit parce qu'on n'a pas le temps de s'investir autant qu'il faudrait pour bien maîtriser un jeu expert. Enfin, moi, je suis le premier à l'avoir dit cette année où là actuellement ça me fatigue un peu les jeux experts parce que apprendre des règles pendant 2 heures, jouer une seule partie et puis ensuite plus jamais pouvoir y rejouer, ça me fatigue et du coup je suis revenu plutôt au jeu initié alors qu'il y a une période où je joue au jeu expert. Oui, après on a aussi une frontière entre jeu initié et jeu expert qui est de plus en plus fluctuante et l'expert light, l'initié plus. Donc bon, c'est un peu dur de savoir où on met les pieds en général, mais... En tout cas, oui, c'est des phénomènes multifactoriels qui sont difficiles à évaluer. On pourrait avoir l'impression d'une crise du jeu expert, en tout cas, parce qu'on se souvient des annonces, notamment de Super Meeple, qui annonçait avoir un bilan plutôt mitigé en termes de vente d'experts et se reporter sur beaucoup plus de ventes directes pour essayer de compenser ça. Matago aussi, qui annonçait ne plus faire de jeux experts. Mais enfin, on se rend compte que Matago, en fait, a juste redirigé les efforts des jeux experts vers ses filiales ou ses partenaires, en tout cas, que sont Colossal, que sont Grail, tout en laissant Stone Meyer et Leader Games continuent de sortir leurs jeux en VF, mais plus au logo Matago, donc finalement ça continue quand même. Oui, c'est une gestion marketing différente. Le Diamant d'Or ou le GA n'ont jamais été aussi vivaces. Il n'y a jamais eu autant de fréquentation à SN, donc il y a quand même toujours cette niche très vocale. On a aussi Fantasy qui arrive assez fort sur le domaine du jeu expert, en cassant les prix pour attirer davantage de public. Fantasy qui ont édité quoi pour ceux qui ne seraient pas au courant? Là, notamment Kikai, qui fait quand même beaucoup parler de lui, qui sera sans doute un des jeux de duo dont on va énormément parler, parce qu'un jeu de duo expert en plus c'est plutôt rare. Qui ont aussi fait Canal, enfin qui ont fait pas mal de sorties à des prix extrêmement bas par rapport aux attentes, en renoncement seulement sur leur marge, mais si c'est une personne seule qui pilote tout ça. Il y a des offres en tout cas intéressantes pour essayer de contourner cette impression de difficulté et de crise. Et ça ne veut pas dire que c'est un miracle. Charles Lemire, on vous renvoie pour celle d'Oudouma qu'on avait fait précisément sur Faut-il aider des jeux experts, où tout le monde admet que c'est beaucoup d'investissement parce que soit on fait de la traduction et c'est très long, soit il faut développer le jeu et c'est des années de développement pour équilibrer tout ça, pour généralement tirer 3000 boîtes, espérer tirer 10 000 boîtes si c'est un grand succès, mais ce ne sera jamais rentable. Mais il y a quand même aussi une demande qui est quand même relativement importante, qui ne justifie pas de se lancer là-dedans et de ne faire que ça. Mais il faut quand même nuancer l'impression que tout le monde achète que des Flip 7, même si les gens achètent quand même beaucoup de Flip 7. Justement, mais est-ce que c'est une mauvaise chose pour le monde ludique au sens large?
Moi, c'est pas vraiment l'impression que j'en ai. Mais j'ai l'impression que si on remonte 15-20 ans en arrière, quand on allait en boutique, il y avait beaucoup d'acheteurs qui étaient des initiés. Je parle pas d'initiés au sens ludique du terme, mais qui étaient initiés au produit, qui savaient ce que c'était qu'un jeu de société, qui comprenaient que oui, il y avait des règles, il y avait probablement 15 pages pas illustrées à lire avec des petits alinéas et que tout n'était pas forcément clair, et qui avaient cette patience et qui pouvaient y aller. Là, ça a explosé. Tout le monde joue à des jeux, à des jeux de société déjà, et ça c'est le renouveau depuis post-Covid, mais tout le monde a toujours joué avant, il jouait au tarot, il jouait à la belote, il jouait aux jeux vidéo, il faisait des sudoku, des mots croisés, enfin bref, on a toujours été joueurs. Le sujet il n'est pas là, mais en effet, le gâteau grossit quand même énormément chaque année, quoi. Je me rappelle, pareil, quand on a lancé le Doom, je crois que le chiffre d'affaires, enfin en tout cas le marché des jeux de société, ça représentait 588 millions de mémoire d'euros. Donc, alors oui, il y a de l'inflation, etc., mais on approche le milliard maintenant. C'est quand même, on parle de 50 ans, quoi. C'est quand même complètement fou. Et il n'y aurait pas eu des jeux comme Skijo, il n'y aurait pas eu des jeux comme Flip 7. Je suis pas sûr qu'on soit arrivé à ces chiffres-là, quoi. Et c'est surtout qu'on a recruté énormément de nouveaux joueurs. Et ces nouveaux joueurs, ils peuvent pas se taper, en effet, 25 pages de règles de Ark Nova, quoi. Voilà. Moi, je voulais juste revenir sur les destockages, qu'il y avait des choses intéressantes à dire. Et du coup, Vincent, au début, tu as dit que le Unlock Mythique, c'était celui qui est sorti en 2024. Oui. Mais alors, j'ai pas la date en tête, mais à mon avis, c'est plutôt de 2021. Oui. Et en fait, lui, ça fait déjà 2 ans qu'on le déstocke. Je pense que c'est déjà le 4e déstockage. Je me suis arrêté à la boîte 4 de Unlock. Ouais. J'ai bien aimé, mais il y en a trop. Mais à mon avis, celui-là, il est sorti. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais à mon avis, il est sorti post-Covid. Ils ont fait une tellement grosse production parce que les Unlock explosaient en disant on va réussir à inonder partout. Et en fait, ils ont eu tellement sur le dos que là, ça fait 2 ans qu'ils le déstockent. Et puis, je pense que ça se ressent sur l'ensemble des déstockages aussi. C'est les distributeurs, principalement, peut-être les éditeurs aussi, ils essayent de limiter au max le risque industriel. Si un jeu marche pas, prend pas au bout de 6 mois, ils font de la place, faut envoyer les nouveaux jeux, et c'est un peu une tactique. Je pense pas que ça soit voulu, mais à la fin, ça arrive à ça. C'est une tactique un peu de pêche à la grenade. Faut qu'on sorte le plus de trucs possible en espérant qu'il y en ait quelques-uns qui explosent et qu'ils vont compenser les pertes qu'on a eues sur. Mais après, est-ce que c'est pas un effet à la Blanc Manger Coco ou à la Skijo, quoi? Tout le monde veut son petit jeu qui pète. Et voilà, mais je sais plus qui dit. Bon, plein de gens en ont parlé, mais en effet, un jeu expert, on va parler, ou initié, tu parlais de Recalc, Siegfried tout à l'heure, c'est du développement, c'est de l'illustration, c'est du temps de développement, et c'est pas des jeux qu'on va produire en 6 mois parce que. C'est pas le meilleur des exemples, Recalc, je pense qu'il y a des jeux avec beaucoup plus de traduction, de texte, d'illustration à créer, où les éditeurs vont beaucoup s'investir, et en effet, tu te plantes sur un jeu comme ça. Et il y a 80 autres jeux dans l'année qui vont sortir avec des mécaniques approchantes, le risque, il est beaucoup plus grand. On remonte 15 ans en arrière, en fait, tu n'avais pas 20 jeux qui sortaient dans l'année avec la même mécanique. Chacun arrivait à trouver un peu son terrain et son jeu unique. Et en effet, on n'a plus ça maintenant, quoi. Il y a toujours des jeux originaux, bien heureusement, mais il y a en effet des jeux qui vont ressembler à d'autres. Et ça arrive quand même très, très régulièrement d'avoir 2 jeux avec des mécaniques similaires qui vont sortir quasiment la même semaine. Et ça, c'est assez fou. C'est un truc qu'on ne voyait pas au tout début. Et moi, je me suis rendu compte de ça cette année. On voit aussi des tendances, des moments qui reviennent lors des festivals où on va voir c'est la tendance de telle mécanique ou de tel univers graphique qui va être mis en avant. Ça, c'est assez étonnant. Il y a quelques années, on a eu la tendance des Roll and Write qui a complètement disparu en ce moment parce qu'il y en a trop eu et qui revient peut-être un petit peu en 2025, justement. Justement, dans l'article de Chenette que je citais, elle parlait d'un risque de l'effet de la volonté mimétique de reproduire justement les grands succès. Parce qu'à un moment, tout le monde a voulu sur Roll and Write parce qu'on a vu qu'un Roll and Write marchait. Et en fait, il y en a eu trop. Il y a eu quelques jeux de pli qui ont marché, mais du coup, chaque éditeur maintenant a 10 jeux de pli et c'est trop aussi. Donc, il y a eu beaucoup de Skijo-like. Il y en a quelques-uns qui ont fonctionné, mais beaucoup sont aussi plantés. On ne se souvient même pas des titres tellement il y en a eu. Le thème nature, on est encore dedans d'ailleurs. Ouais, le thème nature, pour le coup, on est encore dedans. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir plein de Flip 7-like aussi. Et cette volonté d'imiter un format qui fonctionne, c'est pas forcément ce qui va fonctionner mécaniquement plus tard, parce que le temps que ça sorte, le marché a déjà pu se déplacer. Le marché, il est assez imprévisible. Et parfois, on peut avoir, je me souviens de Dune Imperium qui a eu ou Ark Nova qui ont eu des succès commerciaux extraordinaires à des moments où on pensait que le jeu expert était plus ou moins mort. Ouais. Je pense que
les éditeurs qui vont se démarquer, c'est les éditeurs qui savent créer des tendances plutôt que de simplement. Parfois, imiter une tendance, ça fonctionne parce que le marché capitaliste est aussi fait de telle manière que reproduire un succès, un truc qui fonctionne, en le marketant bien, ça peut fonctionner. Mais les créateurs de tendance sont aussi les personnes qui vont être les plus récompensées dans un marché qui connaît de telles mutations. Je suis d'accord. Il y a eu des jeux, il y a eu des créateurs de tendance pour vous en 2025 cette année. Il y a des jeux où on s'attendait pas à ce que ça pète et finalement ça a pris. Et 2025, non. Après, il y a eu Cracklist il n'y a pas si longtemps. Pour le coup, Bon, après, oui, non, c'est vrai que ça a relancé une mode. Pour moi, c'est une mode, même sur le format et la manière de faire. Ils sont un peu arrivés de nulle part, ils se sont lancés tout seuls, en passant par des canaux qui n'étaient pas habituels. Et du coup, il y en a beaucoup qui sont du coup des éditeurs indépendants. C'est plutôt niveau éditeur contentés de. C'est rigolo, c'était ce que tu dis là, c'était le retour que faisait. J'ai lu une interview de Yoann Laurent de BlackRock. Qui parlait de ça justement et qui disait s'il devait trouver un seul point commun entre ces différents jeux qui ont vraiment explosé ces dernières années. Et alors lui, il a beaucoup de chance parce qu'il en a 3 dans son escarcelle. Et il a fait Cracklist d'affilée, Skijo et Flip 7. Et en effet, alors, Flip 7 c'est un peu à part parce que la maison d'édition était quand même connue et en place. OP Games, qui était l'éditeur originel, avait déjà fait quand même pas mal de jeux. Mais en effet, Cracklist et Skijo, c'était des jeux d'éditeurs quasi inconnus et qui sont arrivés, qui ont percé. C'était un peu la même chose pour Micro Macro aussi d'ailleurs, qui était aussi chez eux et qui en effet ont lancé des vrais trucs, quoi. Après, c'est parce que, je pense que entre guillemets la recette, mais elle est pas facile à reproduire. C'est plutôt le ressenti du public sur le jeu où il y a un peu un truc magique où on prend le jeu super facilement en main. On va jouer en ayant l'impression de maîtriser ce qu'on fait. Et si on gagne, on pense que c'est grâce à nous. Et si on a perdu, on pense que c'est parce qu'on n'a pas eu de chance. Et donc, du coup, la frustration, elle est très limitée. Et du coup, c'est presque du plaisir constant. Oui, c'est important de ne pas être nul, mais de juste. Je suis d'accord. Je crois, d'ailleurs, il me semble que c'est Yoel de First Player qu'on parlait pas mal de ça mais aussi. moi, du coup, c'est un truc que je trouve assez intéressant dans les jeux experts ou initiés en tout cas. Ça remonte il y a quelques années. C'était pas illustré, les règles, c'était compliqué à prendre en main. C'est des feuilles un peu à 4. Là, le taf d'édition qu'il y a sur la quasi-totalité des jeux experts qu'on retrouve, moi, je trouve ça fou. Il y a plein de jeux qui sont super bien édités, où on a vraiment des pages de règles avec chaque exemple illustré, etc. C'est un truc qu'on n'avait pas il y a encore 5 ans, quoi. Et moi, je trouve que c'est quand même un fait notable. Du coup, j'ai un peu du mal à entendre ce truc de le jeu expert est mort ou moribond. Mais d'ailleurs, quand on parlait de ça, je pensais à un truc. Est-ce que c'est pas l'effet chute de Kickstarter qui donne un peu cette tendance-là? Parce que, de mémoire, il y a plusieurs éditeurs qui s'en sont pas sortis cette année. Il y a Mythic Games, Common, qui est toujours en difficulté là-dessus. Est-ce que c'est pas plutôt le modèle Kickstarter qui est en péril plutôt que le jeu expert? Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais... Alors, moi, je pense pas. Okay. Je pense qu'on a vu une explosion au contraire des Kickstarter à plusieurs millions. Même Berserk, même Don't Starve, qui est a priori pas une licence qu'on s'attendrait à avoir portée, qui a été un succès à je sais plus 6 ou 7 millions. Les Awaken Realms, Agricola Deluxe. C'est vrai. Agricola, qui est un jeu qui mécaniquement paraît quand même un peu dépassé, même s'il a toujours ses aficionados, et qui là parvient non seulement à attiser l'intérêt d'Awaken Realms pour en faire une version prestige de luxe avec des figurines impressionnantes partout, mais à atteindre plusieurs millions. Je pense que juste il y a un écart qui grandit entre les petits jeux d'ambiance à la boîte à 10-15 euros et le jeu à 80-100 euros. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans une époque quand même de marasme économique, les gens ne dépensent pas moins. D'ailleurs, on le voit, notre panier moyen se maintient plus ou moins d'année en année. Et on a toujours des gens qui sont prêts à dépenser 100-150 euros dans des Kickstarter, des GameFound, voire plus, parce que maintenant, avec les taxes et les frais d'importation, même un Kickstarter à 150 euros, en fait, il finit par en coûter 200. Il n'y a pas moins de gens qui financent ces jeux-là, parce que le loisir reste aussi important dans la vie de chacune et chacun. Mais juste, ces gens-là aussi achètent moins de jeux parce qu'ils ont moins de sorties par rapport à le nombre de sorties qu'on peut avoir dans les jeux d'ambiance, famille ou initiés. Le jeu expert, il y a quand même 2 grosses périodes dans l'année. La plus grosse étant vers Essen. C'est là où on a le plus de sorties experts. Et donc, ils vont, je pense, devoir choisir parmi toutes les sorties experts le jeu qu'ils vont vouloir parce que c'est un jeu qu'ils vont poncer, jouer, rejouer et passer des heures et de l'implication. Là où un jeu d'ambiance comme Flip 7, on lance la partie comme ça, on en enchaîne plusieurs. Si on abonne le jeu au bout de quelques temps et qu'on n'y rejoue jamais, c'est moins grave, on va dire, d'une certaine manière, ou moins embêtant. Moi, je suis d'accord avec toi. Et puis, je pense qu'aussi, il y a le côté où les joueurs experts, ils
ils savent beaucoup plus ce qu'ils veulent. Tu vois. Ouais. Ils ont joué à plein de jeux, ils savent ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, et du coup, ils vont restreindre leur choix. Alors, pas tous, il y en a qui, forcément, il y a des personnes qui ont envie de tout tester, et puis il faut tout, mais voilà, je pense que globalement, pas mal de personnes savent que telle mécanique leur plaît pas, bah, du coup, ils vont pas y aller, sauf s'ils veulent découvrir quelque chose de nouveau. Mais Je pense que sur le jeu expert, en tout cas, la tendance qui remonte le plus, c'est à partir du moment où le jeu arrive dans sa version française, la plupart des gens, en tout cas dans notre clientèle, connaissent déjà le jeu, en fait, ont déjà regardé. Oui. On parlait tout à l'heure de BGG, donc Board Game Geek. C'est, je pense, le site de référence pour justement tous les jeux experts. Et c'est là où ils vont aller piocher toutes les informations pour, finalement, quand le jeu arrive en français, ils savent déjà en effet ce qu'ils veulent acheter. en plus, oui, bah, de toute façon, en plus, c'est toi qui gères ça, Marion, mais je pense que sur les précommandes sur le site, tous les jeux qu'on vend avant que ça sorte, c'est tout le temps sur les jeux experts Ouais. où on a le plus gros nombre de précommandes et largement, sauf Et- certains jeux qu'on pété, mais Après, il faut dire qu'on a quand même un public spécifique chez nous. Les gens qui sont abonnés Ludovore sur le site, oui, évidemment, ils vont concentrer leurs achats, ils vont acheter leurs jeux experts chez nous, et on va voir toutes leurs commandes passer. Moi, je ne peux pas m'empêcher parfois de me demander s'il n'y a pas des profils de collectionneurs dedans ou de gens qui sont vraiment qui ont besoin et envie de jouer à tout ce qui sort sans pour autant tout garder. Je suis quasiment certain à 99% que dans tout ça, il y a des jeux qui vont repartir sur Ocaseo et qui vont avoir une seconde vie chez quelqu'un d'autre derrière, et que tu as juste des gens qui sont fans du produit jeu de société, qui ont envie de découvrir le boulot des auteurs, des illustrateurs, etc., et qui ont envie de se faire leur propre avis. Et je rejoins pas tellement Marion sur le truc. Moi, je pense que autant un Flip 7, ça va être poncé par les gens qui vont l'acheter, autant et pourtant, Dieu sait que j'adore ce jeu, mais un jeu comme Galactic Cruise, j'adore ce jeu, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Je vois pas comment je peux le poncer. J'ai une femme, 2 enfants, des amis, une vie sociale, un boulot prenant. Si je veux poncer Galactic Cruise, il faut que je me prenne 3 mois de vacances et que je pousse 3 de mes amis à prendre 3 mois de vacances avec moi pour qu'on aille le poncer, quoi. Donc j'en ai fait 5 parties depuis qu'il est sorti. Déjà, c'est énorme. Alors, il y a peut-être des gens qui ont le temps de faire ça, hein, et je suis ravi pour eux, et j'ai peut-être un brin jaloux. Mais bon, après, je ne vais pas non plus troquer mes enfants contre des partenaires de Galactic Cruise. Ou alors, il faut que mes enfants grandissent pour que je puisse les faire jouer. Mais ouais, non, je pense que c'est... Regardez les produits qu'on nous propose. Il y a quand même plein de jeux splendides. Et si t'aimes et que t'as un tout petit peu d'appétence pour ces gens-là, évidemment que t'as envie d'y aller. Évidemment que t'as envie de le tester, de découvrir et de voir où est-ce que les auteurs, les éditeurs peuvent nous emmener, quoi. Je pense que c'est aussi la force qu'il y a actuellement, c'est que les jeux experts sont très beaux. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, les règles du jeu sont bien illustrées, bien mises en page. Rien que tout ça, déjà, ça permet de... Alors, pour moi, en tant que joueuse plutôt famille initiée, ça me donne une sensation de côté plus accessible. Ouais. Et en fait, ça m'effraie moins que des jeux des années 80-90 qui étaient considérés comme experts. Sachant que certains jeux experts de cette époque-là sont en réalité aujourd'hui des jeux signifiés comme initiés. Mais ça se ressent d'ailleurs dans notre top 10 de vente. Il y a du Wondrous Creature, il me semble. Non, pas dans les ventes, justement. Dans nos coups de cœur. Mais du coup, Wondrous Creature, voilà, c'est un expert light, et du coup, il se retrouve à la limite entre les deux et plus accessible, tout en offrant une expérience plus poussée. Et, Ouais. je pense que c'est ce genre de jeu qui offre des beaux c'est assez ponts logique. entre les deux. Mais c'est aussi une tendance qu'on a vue dans les dernières années. Je pense que je suis arrivée en 2019, non, 2021. 2021 chez le Doom. Il n'y avait pas autant de jeux initiés non plus. C'est une catégorie qui est arrivée entre-temps. Il y avait un pont en fait, entre les jeux famille et les jeux experts, un peu plus à l'époque. Et il y a une catégorie de jeux qui s'est réellement créée et développée dans ces dernières années. Bon, après, Siegfried, on parlait tout à l'heure, il y a quand même eu une vraie disparition du le format type jeu de société, la boîte 30 par 30 à 42-45 euros. Là, ces jeux-là, on n'en voit quasiment plus. C'est le format qu'on appelait d'ailleurs Familial Plus, Ouais, c'est notion ça, qui a disparu maintenant au profit d'initiés. Mais Ouais. on avait quand même eu ce terme roi dit Familial Plus à une époque qui désignait justement cette catégorie entre 35 et 45 euros, et qui quand même était le format roi à l'époque. Tout le monde voulait même sa grosse boîte d'aventure et du rail et des jeux
difficulté parfois un peu plus complexe, mais c'était vraiment ce format de boîte assez rectangulaire, avec Ouais. pas mal de matériel, mais quand même à un prix raisonnable. Mais du coup, on entend souvent parler de les boutiques physiques. Alors nous, on n'a pas ce problème-là parce qu'on n'a pas enfin, on a des mètres carrés limités, mais on peut entasser des jeux sans qu'on les voit correctement. C'est pas bien grave. Enfin, c'est juste les préparateurs de commandes qui vont un peu souffrir à retrouver les boîtes. Mais on n'a pas besoin de faire des beaux rayonnages et pour mettre les jeux en avant. On entend souvent parler de la crise du mètre linéaire dans les boutiques physiques, mais moi, ça n'arrive pas à me convaincre. Alors après, on gère pas une boutique physique, donc je sais pas, mais moi, je me dis que mécaniquement, multiplier des toutes petites boîtes dans des rayons, je vois pas en quoi ça va mieux mettre des jeux en avant que d'avoir des jolies boîtes visibles et lisibles en rayon, quoi. C'est plus, est-ce que je veux plus de produits? Ouais, bah, c'est pas toi qui vas me répondre, Fabien, tu vas avoir le même avis que moi, mais je sais pas. Ouais, non, du coup, moi, je pense qu'il y a toujours cette clientèle. C'était ça que je voulais dire. Ben, parce que je me mets dedans et c'était les jeux que j'aimais bien et en effet quand on arrivait chez Ludum, à chaque fois qu'on avait ce genre de jeu qui arrivait, c'était les trucs qu'on était pressé d'ouvrir et qu'on était pressé de découvrir. Après là quand on se dit ah bah c'est un nouveau jeu de pli et de défausse, ouais bon bah, on en a fait 87 cette année, cool. Et évidemment qu'il y a des trucs qui sont géniaux à l'intérieur, mais c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression de tourner un peu en rond, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez ce ressenti là, mais Fabien, un jeu de pli que t'as bien aimé cette année? Non, si. Bah, après, en plus, je pense qu'on a vraiment lancé Ludum au moment où il y a Res Arcana, It's a Wonderful World qui sont sortis, qu'on a adoré. C'est un peu presque l'apogée du jeu initié moderne. Et ensuite, c'est tombé. Mais du coup, c'est aussi lié, je pense. Enfin, c'est même plus lié, je pense, à la consommation et au Covid et aux coûts de production, où les coûts de production ont explosé, les coûts de transport ont explosé. Et du coup, c'est des projets qui demandent beaucoup plus de développement, beaucoup plus de coûts de développement, beaucoup plus de risques pour pas mal d'éditeurs qui sont retrouvés certains dans des situations financières plus compliquées. Et du coup, forcément, si on fait des boîtes plus petites, qu'on met moins de temps à développer, on prend moins de risques aussi en cas d'échec commercial de mettre sa boîte en difficulté financière. Donc je pense que... Je sais pas, moi j'ai un peu l'envie de me dire que c'est aussi une question de comment on regarde le marché. Est-ce que les éditeurs, les distributeurs regardent pas ça en part de marché plutôt qu'en valeur absolue? Parce que si mécaniquement on vend 2 fois plus de jeux qu'il y a 7 ans, quelque part, c'est juste la part de marché de jeux initiés ou experts qui a descendu à l'intérieur. Les joueurs qui aimaient ces jeux-là il y a 5 ans, ils sont toujours en train de jouer aux jeux de société. C'est sûr. Et les joueurs qui ont découvert, je sais pas, King Domino en 2017 quand c'est sorti, c'était des joueurs en devenir, pour une certaine partie, qui vont être attirés vers des jeux un peu plus poussés, un peu plus costauds. Et ce public-là va avoir envie d'évoluer. C'est la base. Enfin, quand tu apprends à lire, tu vas pas lire Ratus toute ta vie. Il y a un moment où tu vas passer à autre chose et tu vas avoir besoin de découvrir autre chose, quoi. Ouais, ou pas. Tu peux aussi juste aimer les jeux d'ambiance. Oui, non, mais bien sûr. Mais bon. Mais, ouais. Il y a quand même une augmentation effectivement du nombre de joueuses qu'on voit aussi dans l'augmentation du nombre de boutiques ou de cafés ludiques qui est en croissance exponentielle. Enfin, il y a 2-3 ans, on n'avait pas 3 cafés ludiques ou 3 bars ludiques, littéralement, dans chaque petite ville, chaque canton. Là, il y a un succès qui est assez impressionnant, mais que ne suit pas le marché, dans le sens où il y a beaucoup trop de jeux qui sont vendus, parce que tout le monde veut son casual-like, tout le monde préfère mettre 20 hockey games sur le rayon en espérant qu'il y en a un qui va fonctionner, et tant pis pour les 19 autres, plutôt que de pousser chaque jeu en croyant, avec une vraie ambition pour chacun des jeux qui sortent. Ouais. Et bon, je pense que c'est nuisible pour nous, pour les boutiques physiques. C'est pas une question forcément de taille de boîte, mais par contre de nombre de références, parce qu'après, il faut pouvoir connaître les produits qu'on va vendre, il faut pouvoir les recommander. Et ça, c'est juste impossible quand on a, ça Enrique pourra bien en parler, quand on a 10 sorties par semaine, et par des sorties qui n'ont parfois aucun sens, dont la moitié ne donne même pas envie, parce que ça a l'air d'être des OK Game, mais ça l'est peut-être pas. Mais que même les éditeurs, on ne les voit pas pousser suffisamment les jeux, parce que les éditeurs eux-mêmes sortent parfois trop de jeux pour parvenir à pousser chaque référence, ça peut poser problème au bout de la ligne, parce que ça fait une inondation du marché qui ne permet plus de mettre chaque jeu en avant comme il faudrait, et ça fait que tout le monde est un peu perdu. Les boutiques qui ne peuvent pas non plus commander autant de références dans les quantités qu'il faudrait chaque mois, les distributeurs qui parfois ont peur aussi de se lancer dans de trop gros stockages et qui du coup peuvent parfois sous-estimer largement le nombre de jeux à produire, et ça on l'a quand même vu régulièrement. Parfois on a des succès surprises où un jeu qui tire à 10 000 exemplaires, en fait il en aurait fallu 30 000, tant mieux pour l'éditeur, et parfois on se rend compte, et ça on l'a quand même vu pas mal cette année aussi chez Ludum, on entend parler de jeux qui sont tirés à 1000 exemplaires et dont il était évident d'emblée pour nous qu'ils auraient dû être tirés à 20 000 exemplaires et qu'ils seraient vendus comme des petits pains. Il y a parfois des incompréhensions, mais qui viennent justement de cette prudence excessive de la part distributeur, mais parce que le marché peut être tellement injuste si un jeu n'est pas poussé correctement que ça impose trop de prudence, et ça fait que
c'est dangereux pour tout le monde, les distributeurs, les boutiques, et pour les joueuses au bout du compte, c'est moins grave pour elles parce que passer à côté d'un jeu, c'est jamais un drame, mais ça peut avoir de vraies retombées économiques et puis ça peut faire passer à côté de vrais chefs-d'œuvre parce que c'est pas poussé comme il faudrait, Ouais. parce que le marché est un peu moins sain de ce point de vue-là, Le malheureusement. Fromage qui était en top de l'équipe est le parfait exemple et illustre ça. Du coup, si on devait conclure cette section, Marion, toi, si tu devais faire un bilan 2025 de l'année en prenant un peu de recul et en sortant de nos bureaux et de nos entrepôts, t'estimes que c'était une bonne année pour le jeu de société? C'était une très bonne année. Il y a eu d'excellentes sorties. Et meilleurs vœux. Non, il y a eu d'excellentes sorties tout au long de l'année. On parlait en effet, Siegfried parlait de beaucoup d'Ok Games, mais parmi aussi tous ces OK Games, il y a eu certains jeux qui ont brillé. On le voit en fait dans nos top ventes. Finalement, ces jeux de top vente, c'est les jeux qui ont été en top vente pour beaucoup de boutiques au final. D'accord. Il y a d'autres tendances qui commencent à prendre un peu le lead. Je pense les jeux de duo qui ressort aussi d'une tendance, je pense, post-Covid. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de cette période Covid, mais on en est encore très très proche finalement entre tous les jeux qui ont été... On a tous été traumatisés d'une manière ou d'une autre. Non, mais du coup, entre tous les jeux qui ont été finalement créés durant cette période et qui sortent encore aujourd'hui, finalement, je pense qu'on a encore peut-être 2 ans de sortie Covid et post-Covid. Mais du coup, il y a cette tendance-là de jeux aussi de duo qui ressortent. Je pense que dans notre top 2025, on a mis au moins 4, non? Ou 5? J'étais en train de regarder. Dans On a top- Toy Battle, Zenith Ouais. qui peut être en soi Ouais. aussi considéré comme. Il y avait Coup de Fortune, Tag Toy Team, Battle. Ouais. oui. Ça, c'est dans notre top d'équipe. Mais parmi, oui, les Et meilleures leaders. ventes. Le grand absent. Et puis, ce qui plaît avec le jeu de duel, c'est que post-Covid, on a eu une vague d'adaptation, de grossissance en version de duel, Ouais. qui n'était pas toujours convaincante, qui a pu fonctionner sur des Splendor Duel, mais globalement, c'était parfois un petit peu mécanique. Et que là, on a une année qui a commencé avec le quand même très moyen, avec Azul Duel et puis Charlatan Black Castle Duel. Mais globalement, à côté de ça, on a eu beaucoup de jeux de duel complètement originaux, Ouais. qui s'extraient de toute licence pour faire des vraies propositions ludiques. Mm. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas juste une tendance qu'on peut imiter, parce que chaque fois, c'est des propositions fortes par des auteurs qui Je ont suis vraiment d'accord, réfléchi à ce qu'elles voulaient faire Ouais. pour apporter de la satisfaction et pas juste adapter une licence vite fait en adaptant un marché. Et ça, dans un marché qui, on peut avoir l'impression qu'il devient cynique en vraiment réfléchissant en termes de cible, de part de marché. Ouais. Voir autant d'originalité et de risques dans les jeux qui sont des vraies propositions, c'est plutôt Mm. enthousiasmant ça pour la suite. Ouais, Ouais, je je suis vois d'accord. un jeu comme Kelp, c'était assez fou. Mm. Soit sorti. Enfin, Ouais, mais il- qui demandait quand même un certain niveau pour y accéder, même si c'était pas mortellement difficile. Mais Mais non, tous ces jeux, même Toy Battle, je trouve ça assez Ouais. exceptionnel Ah oui, comme je suis proposition d'accord, parce que rien que Ouais. l'édition, pour le calibrer, pour le bon public, Ah oui. mais le sortir au bon prix Mm. et en faire un jeu de positionnement stratégique, mais en même temps qui donne l'impression d'être aussi accessible. Oui. Enfin, chacun de ces jeux, au goût de fortune, enfin chacun de ces jeux est une espèce de petit miracle en Et soi. qui a été vu comme des vrais jeux de duel et pas comme un Ouais, un marketing. Ouais, je suis d'accord. Absolument. Ok. Bah, merci beaucoup pour votre participation sur ce petit bilan de l'année. On va continuer dans une partie 3 dans quelques instants où on va avoir le plaisir d'avoir des nouvelles têtes autour de la table et parler un peu de l'envers du décor et de comment on vit ça. On se retrouve pour cette troisième partie et on voulait vous emmener un peu du côté obscur du web parce que derrière un site, il y a toujours des êtres humains. Et donc du coup, là, je suis entouré des personnes qui sont au plus proche des clients chez ledoom.fr au quotidien. On retrouve une nouvelle personne, mon membre fondateur du fan club de Mitsugatsu en France. Il a 2 passions dans la vie, retrouver des colis perdus et la deuxième, c'est se casser des membres. Mais il n'a qu'une main, mais il est toujours au top. J'ai le plaisir d'avoir avec nous Florian. Coucou. Normalement, on aurait dû accueillir Pauline, mais elle est malade, en sachant que Pauline a surtout une passion, c'est Terraforming Mars. On l'a mis au moins dans le décor. Voilà. Et c'est Florian. C'est Fabien qui incarnera Pauline jusqu'à la fin de cette section. Du coup, Flo, c'est quoi le quotidien chez Ludum? Alors déjà, avant de parler du quotidien chez Ludum, je voulais vous dire que j'écoute le podcast depuis le début là, et c'est vraiment très chouette. Je pense que je T'es vais aller notre premier m'abonner auditeur. sur Spotify, YouTube, Deezer et Apple Podcast. Merci beaucoup. Le quotidien chez Ludum, tu veux que je te raconte une journée type? Bon, si tu veux. Journée type t'as des chez journées Ludum. types, mais- On arrive au bureau, 9-10 heures, petit café. Ouais. Petit café, on débrief, on parle de jeux généralement. À quoi on a joué la veille, sur quoi on a ragé le jour d'avant. Voilà, donc petite conversation pour bien commencer la journée. Ensuite, on va tous à notre poste de travail. Je vais raconter plutôt ma partie parce que moi, je suis chargé de relations clients, donc je vais répondre avec Pauline notamment. Puis il y a aussi Enrique et les 2 boss qui répondent aussi aux clients.
À toutes les demandes SAV, de réorganisation de commandes, de problèmes de transport. En ce moment, c'est beaucoup les problèmes de transport en période de Noël. C'est un peu tendu niveau transporteur. J'ai pas préparé la météo des transports, mais on aurait pu mettre une petite carte. C'est vrai. Ça va plutôt bien, hormis les grèves d'agriculteurs qui viennent encombrer Dans le les autoroutes, sud-ouest. dans le sud-ouest. Mais ça va, on est à Bordeaux, nous. Donc, du coup, on n'aura pas de retard sur nos colis. Donc voilà, travaille toute la matinée. On répond aux mails, on répond au téléphone, on conseille nos clients, tout se passe bien. Midi 13h, on va manger plutôt 13h d'ailleurs. 13h, 14h, on va manger. 14h. Et tu manges quoi en général? Moi, c'est varié, mais sinon, Fabien, quotidiennement, c'est concombre, poisson pané. J'ai arrêté, je suis passé aux lentilles maintenant. T'as un abonnement à des nouilles instantanées quand même, je pense. Oui. Nouilles instantanées, j'aime bien, c'est rapide à faire. Et les skiers. Et les skiers. Ouais, On mange, on joue. Ouais. On joue. On joue. Alors, des fois, c'est petite partie rapide quand on n'a pas trop le temps. Des fois, on sait qu'on se met dans un jeu un peu plus engagé. On sait que si Vincent il installe Galactic Cruise, il en a parlé tout à l'heure, on n'est pas prêt de retourner devant l'ordi. Ouais, bon, l'avantage, c'est qu'on est 8. Donc, il y en a bien un qui va finir derrière l'ordi. Des fois, c'est traquenard aussi, parce que c'est petite partie rapide. Mais la dernière fois, avec Vincent et Siegfried, on a fait Take Time, on s'est pas arrêté, je crois, jusqu'à 16h. Donc voilà, ça explique pourquoi parfois on n'arrive pas à décrocher le téléphone. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est du professionnalisme. Oui, c'est du professionnalisme parce qu'il faut qu'on connaisse les jeux. Parce que on joue en fait. En fait, on joue. Ça, c'est cool. Mais après, d'ailleurs, je sais pas si on vous demande quand vous dites je travaille dans une boutique de jeux de société. Ah ouais, tu passes ton temps à jouer en fait. C'est pas un travail quoi. Parce que moi, on me dit ça tout le temps. Ouais, mais parce qu'on a de la chance de pouvoir jouer. Ah ouais. J'ai entendu dire qu'il y avait des éditeurs où ils jouaient pas au jeu. Ouais, j'ai entendu dire ça aussi. Après, c'est vrai, ça se trouve, c'est une légende. On s'attarde pas sur ça. Non, ça Après-midi, on retourne travailler. Donc Qui a invité Émeric Lompré? Après-midi, on retourne travailler, gestion. On finit la journée sur les cas un peu urgents. Et Du coup, tu t'attendais à quoi quand t'es arrivé chez Ludum? Sans question, c'est pas bizarre comme question, mais moi personnellement, quand on a lancé Ludum, je m'attendais à ce qu'on fasse plus de conseils et qu'on parle un peu plus de jeux de société. En tout cas, quand on allait être en relation avec nos clients. Et en fait, est-ce que c'est vraiment ça les questions qu'on a? Est-ce que les gens te demandent des avis ou des conseils sur des jeux? alors, il y en a de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas ce qui arrive le plus souvent. Mais je pense qu'en fait, c'est parce qu'on fait bien notre travail. Marion fait bien son travail et elle présente déjà. En fait, les gens, ils ont toutes les infos dans les fiches produits, quoi. Donc ils ont même plus forcément, ou dans les vidéos maintenant. Et donc, du coup, ils ont plus de questions parce qu'ils ont déjà toutes les infos nécessaires. Mais s'ils en ont, ils peuvent nous écrire ou nous appeler. On est là pour y répondre quand même. Moi, je me rappelle quand même de pas mal d'appels que vous avez pu passer, soit Flo, soit aussi Vincent, de 2 heures avec des mamies qui demandent des conseils pour acheter des jeux à leurs petits-enfants ou autre. Ah, c'est mignon. C'est vrai qu'on a... Il y en a quand même pas mal, même encore. C'était l'année dernière, j'ai eu une mamie, je crois qu'elle s'appelait Pierrette, très sympa. Coucou Pierrette. Elle avait 94 ans, je crois, avec vraiment une voix de mamie un peu de dessin animé, mais trop rigolote, trop sympa. Et j'ai passé, je sais pas, peut-être 1 heure à parler avec elle de jeux. Trop cool. Mais j'ai pas eu de nouvelles depuis l'année dernière. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Non, je pense. On me dit dans l'oreillette que Pierrette va très bien. Ouais. Pauline, t'es d'accord? Merci. Donc ouais, à l'après-midi, boulot. C'est quoi du coup principalement la part de tâches que tu as à faire? Les demandes les plus fréquentes, c'est quoi? Ah, les demandes des clients, tu veux Oui. dire? Beaucoup de merci, non? On a beaucoup de... Oui, on a des remerciements. En fait, ce que les gens ils aiment bien, c'est qu'on peut réorganiser leurs commandes. On est assez flexible là-dessus, sur les envois, quand il y a des jeux qui prennent du retard, justement, peut-être qu'on peut en parler après. Par rapport à ce qui était initialement prévu sur les plannings de sortie. Il y a des jeux qui ont du retard et donc du coup ça demande de la réorganisation. Par exemple, là c'est Noël. Bon, le sujet de cette fin d'année, c'était quoi, Marion? Le coffret d'aventure des ruines perdues de Narak. Voilà, c'était ça.
le grand retard de cette fin d'année. À l'heure où vous allez écouter ce podcast ou regarder cette vidéo, je ne sais pas s'il sera arrivé chez vous. J'espère que si. Ouais, j'espère aussi. On sera fermé de toute façon. Ça n'est pas vrai. On sera en train de digérer. Ouais, après, les grands jeux créent de grandes attentes. Ouais. Oui. On va dire que Ouais, c'est mais bon, alors ça, c'était quelque chose qui était prévu, je crois, pour début décembre au début. À la base, c'était le 24 octobre. Ouais, 24 octobre. Après, ça a dû décaler à novembre. Après, je crois, au 12 décembre, au 17 décembre. Et puis là, en fait, ça a été décalé 26. au 26 décembre parce qu'on a appris très tardivement le retard de ces boîtes. Donc là, on a dû envoyer un mail, je crois, à 330 clients pour leur expliquer ça. Et puis, en fait, vu que c'est Noël, il y a des gens qui avaient dans leurs commandes, ils avaient des cadeaux à offrir. Donc, il faut réorganiser, scinder les commandes en plusieurs envois, etc. Ce qu'on fait avec grand plaisir, ça demande beaucoup de travail. Mais bon, après, les gens, ils sont contents qu'on soit assez flexible là-dessus. On n'a pas de retour méchant de clients qui ne sont pas contents. Enfin, ils comprennent bien qu'en fait, on n'y peut rien et qu'on essaye de faire au mieux pour eux. Donc, tout se passe On bien. essaye, j'allais dire mais en même temps, je crois que c'est principalement moi. J'essaye de mettre au maximum à jour les dates le plus tôt possible chaque semaine pour justement éviter cette déception qu'ils peuvent avoir au dernier moment, encore plus à la période de Noël. On sait très bien que c'est très important de pouvoir avoir des cadeaux pour les autres et pour soi-même durant cette période. Donc, c'est un vrai travail de recherche et de renseignement auprès des éditeurs ou des distributeurs pour avoir l'info le plus tôt possible pour pouvoir permettre à la clientèle finale un recours pour finalement quand même avoir les autres jeux à temps. Fabien, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je sais plus quoi. D'accord. Parce que on a parlé de Non, choses. mais- On parlait du coup de scinder les commandes et tout ça. Ouais, Tu non, peux mais peut-être parler de la V2. Ça me faisait passer aux outils, mais du coup, le fait que tu parlé, je pensais un peu au global parce que Vincent et moi, on a tout vu depuis le début. Ouais. Vous, presque aussi, parce que vous êtes arrivés. C'est Il y a un peu, 4 c'est un ans peu tous le les- canal historique de. On est arrivé il y a 4 ans tous les deux. Et au tout début, quand on a lancé Ludum avec Vincent, on avait zéro outil. Quoi. On faisait tout à la main. Autant répondre aux emails, c'était directement dans le back-office du site. Faire les commandes, je le faisais au doigt mouillé en regardant la liste des jeux, dire oh bon, il n'y a plus beaucoup de stock dedans. Il a l'air de s'être vendu, je vais en prendre tant. Et là, en y repensant comme ça, je dis, on s'est quand même vachement équipé. Marion pour toutes ces commandes. Maintenant, on a des dashboards qui vont nous aider à savoir ce qu'on a vendu, comment on l'a vendu, à quel rythme, qui sont des outils qui vont l'aider à faire des choix aussi et gagner du temps pour justement. Parce que si on n'avait pas ces outils-là, tu passerais ton temps juste à faire des réassorts. Et là, en fait, tous les outils qu'on a en place, ça te fait gagner du temps pour justement pouvoir te concentrer sur le côté qualitatif et donner les informations le plus vite possible. Mais moi, j'arrive pas à m'empêcher de me demander si on n'a pas participé, en tout cas, parce que ce serait présomptueux de dire qu'on l'a créé. Mais à ce niveau d'attente, Siegfried parlait du FOMO tout à l'heure, donc du coup, la peur de manquer certaines sorties. On n'était pas vraiment dedans, du coup, avant 2019, ou en tout cas pas à ce niveau-là. Je m'intéressais aux jeux de société, mais je me rappelle pas d'avoir attendu impatiemment une date de sortie bien précise. J'allais en boutique, où je parcourais un site et je découvrais des jeux et je me disais, ah bah oui, ça me donne envie, etc. Je me demande s'il n'y a pas un effet Netflix ou cinéma dans le truc où on a annoncé la sortie d'un jeu, on a annoncé une date et du coup ça a créé des attentes parce que du coup on a besoin d'événementialiser la sortie d'un jeu et du coup ça va arriver, et bah non, ça arrive pas, et puis finalement c'est bloqué, et puis le canal du Nil a été bouché, etc. C'est une excuse qui est arrivée. C'est des trucs qu'on a vécu, quoi. Alors qu'en fait, au final, avant, tu allais en boutique, tu voyais le jeu, tu l'achetais, tu le voyais pas, tu l'achetais pas, et tu te posais pas la question, quoi. Et Surtout, tu ne savais pas qu'il existait, qu'il avait du retard et Ouais, qu'il ouais, n'existait pas encore. c'est ça, ouais. Et puis nous, on a toujours eu envie de faire fonctionner la précommande. Et c'est pas mercantile comme démarche, c'était juste de se dire, bah oui, parce qu'on est tombé dans ce panneau-là aussi, de se dire, ah bah attends, il y a un nouveau truc qui arrive, ça me donne trop envie, j'ai envie d'y jouer, quand est-ce que j'y joue, quoi. Et je pense que nos clients et tous les joueurs sont aussi tombés dans ce truc-là, parce que si t'aimes ça, bah t'as envie d'y aller et t'as envie de découvrir ça au plus vite, quoi. Je pense que c'est aussi peut-être un moyen de réfléchir à comment et quand dépenser ses sous pour les clients. En fait, Ouais, ça leur c'est permet possible. un petit peu d'avoir une analyse sur ok, dans les mois à venir, j'ai ça qui va arriver. À quel moment je l'achète ou autre. À écouter certains clients, j'ai l'impression que il est plus question de passion que de raison là-dedans. C'est vrai. Et je pense aussi, là, une des problématiques qu'il y a eu, alors j'ai l'impression d'autant plus cette année que les précédentes années, c'est les ruptures de stock.
durant tout le long de l'année et encore plus à Noël. Et donc, ce côté de à peine c'est disponible, il faut l'avoir parce que sinon, je risque de passer à côté de la boîte et donc du premier print et potentiellement devoir attendre plusieurs mois, voire même jamais, des fois, malheureusement, sur certains jeux qui, je pense notamment à Arceus, qui n'avait eu qu'un seul print. Qui a eu beaucoup de retard, qui avait eu beaucoup de retard de sortie et qui n'a eu qu'un seul print. Malheureusement, par rapport à la quantité de jeux qui sortent sur le marché, il y a de la précommande dessus. Quand il sort, il faut avoir sa boîte au risque de passer à côté d'un jeu. Parce que le marketing des éditeurs, je pense qu'il a pas mal évolué. Enfin, quand ils ont un jeu auquel ils croient, ils vont faire un gros battage dans les festivals et auprès des influenceurs avant qu'ils sortent. Et on sait que maintenant, les tirages sont limités. Du coup, on revient sur le FOMO dont on parlait Siegfried tout à l'heure, de dire si jamais c'est un petit tirage, faut que je précommande ma boîte pour être sûr de l'avoir à temps, alors qu'en fait, ce serait pas si grave de l'avoir 6 mois plus tard. Ça reste que des supputations qu'on peut faire sur un monde. C'est pas qu'on l'ignore, on le connaît un peu, mais on travaille pas chez ces éditeurs et chez ces distributeurs. Mais après, c'est vrai que moi, un jeu comme Toy Battle, on y a joué, on a tous adoré immédiatement, et ça sent le hit. Je veux dire, t'y joues, tu sais que ça va marcher. Ou en tout cas, moi, j'aurais été à leur place, j'aurais pris le risque. Et je ne connais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé chez eux à ce moment-là pour que le jeu se retrouve quasiment en rupture semaine de sortie. C'était fou, alors que moi, j'aurais parié dessus. Tu vois. Après, ils ont certainement des raisons, c'est une évidence. J'imagine que ces choix sont dictés par des éléments qui nous dépassent, nous. On peut reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que pour le coup, je pense que leurs 2 jeux qui sont sortis avant, ils se sont retrouvés 6 mois après en déstockage de CS Modé, et du coup, on revient dans la peur inverse de l'éditeur de l'échec. Et on maîtrise de risque. Et des fois, on a beau avoir des notions d'une attente, les éditeurs peuvent aussi le voir au gré des festivals. En fait, je veux dire, à partir du moment où certains jeux sont testés, on voit immédiatement l'attrait du public et on sait qu'on va vendre ces boîtes-là. Ça n'est pas pour autant qu'il est facile de relancer une production immédiatement pour pouvoir combler ce temps de rupture suffisamment court. Mais du coup, Flo, toi, quand tu as des clients au téléphone, tu as l'impression ou par mail, tu as l'impression qu'ils ont conscience de ce parcours de fabrication et de création des jeux, ou du coup, ils sont un peu face à pourquoi ? Du coup, pourquoi il n'est pas là Mais je pense qu'en fait, il y a plusieurs types de clients. Il y en a qui suivent toute l'actualité, qui connaissent tous les distributeurs, les éditeurs. Il y en a, ils les connaissent même mieux que moi. Mais je pense que la majorité des clients, non, tout ça, ils n'ont pas conscience. Je pense que moi, la majorité des clients, ils n'ont pas conscience de ça. C'est juste qu'ils ont vu un post Insta en disant ce jeu, il sort tel jour et je le veux, et ça a l'air chouette, quoi. Ouais, voilà, exactement. Je pense qu'il y a aussi cette amalgame peut-être de certaines personnes qui vont penser que c'est nous qui n'envoyons pas les jeux. En réalité, nous n'avons juste pas les jeux. Nous ne sommes que revendeurs. Donc, une production, ça n'est pas arrivé et qu'elle a du retard. Ça n'est pas parce que nous souhaitons garder les boîtes dans notre entrepôt. C'est parce que nous ne les avons pas. Mais ça, on leur explique après. Arrêtez, on a gardé un Toy Battle pour nous. Et il est là. Il est là. Il est revenu en stock. Du coup, c'est intéressant quand même de se dire que le parcours d'un jeu, entre le moment où un éditeur va se dire ok, vas-y, je vais en imprimer, je sais pas, 5 000, 7 000, 8 000, 10 000, ils vont donner un go. Ça va être globalement fabriqué dans des pays qui ne sont pas frontaliers avec la France et qui sont même un peu loin et le plus souvent en Asie, et qui vont demander un fret en bateau pour que ça revienne jusqu'à chez nous. Que ces bateaux, en effet, ils peuvent parfois se faire attaquer par les pirates. Se faire attaquer par des pirates au large de la Somalie. Et que c'est assez fou, mais c'est vraiment des choses qui arrivent. Ou qu'il peut avoir un bateau qui se met en travers. C'est pas le canal du Nil, comment il s'appelle ce canal ? Le canal de Suez, qui s'est mis en travers du canal de Suez et qui a bloqué le trafic pendant 2 semaines. Enfin, c'est des choses. Et c'est compliqué, on peut pas expliquer ça sur un site web, quoi. On va pas dire en raison d'un bateau coincé dans le canal de Suez, l'intégralité des jeux vont avoir 1 mois et demi de retard, etc. Mais c'est ça la réalité, quoi. Ça a été la réalité en tout cas de 2023-2024, je pense. T'as expliqué cette histoire de canal de Suez à des clients ou pas au téléphone, Flo ? Et ça remonte à un petit moment quand même, mais je pense qu'on en a parlé un peu avec des clients. Alors on n'a pas fait un mail groupé en parlant de bateau coincé, mais on a eu des gens au téléphone qui étaient un peu schéma avec le dessin du bateau et comment. Parce qu'en vrai, quand il y a eu cette histoire de bateau coincé, tout le monde était au courant, quoi. On en parlait partout. J'ai le souvenir d'un mail où on avait fait une bannière avec un bateau bloqué dessus. Il faudrait que je le retrouve. C'est possible qu'on ait fait ça. Pas envoyé à plein de clients, mais genre à ceux qui étaient genre vraiment impactés parce que le jeu, en plus, il y a eu des décalages Covid et tout. J'ai l'impression qu'on en a fait un. C'est possible. Mais bon, je suis pas sûr.
Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même le truc qui régit le plus notre quotidien. Si tu devais, Marion, au pifomètre, estimer le nombre le pourcentage de sorties qui a respecté sa date initiale. 0. Ok, voilà. Non, c'est assez compliqué à dire parce que tu mets quoi comme pourcentage de Ah non, je retard? sais pas, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai l'impression que quasiment tout est décalé au moins une fois. Et ça me choque même plus. Et voilà, Il y a pas juste des vraiment une retards surprise, qui sont retardés plus longuement. Oui. On Ça, pense, après, il y a certains jeux qui sont annoncés peut-être un peu trop rapidement aussi, qui vont être, qui sont Ouais. encore dans des phases de Kickstarter ou autre, qui prennent des fois 1 an de retard. Oui. Ouais. Après, nous, moi, je prends sur nous. Hein. C'est aussi notre volonté parfois de mettre un jeu en ligne le plus tôt possible. Oui. Enfin, je me rappelle quand, C'est une demande aussi qu'on a. quand Antoine Boza annonce un nouveau Seven Wonders, bah oui, évidemment, tu as envie de le mettre en ligne et tu as envie d'en parler. Quand Catala annonce un nouveau jeu, tu as envie d'en parler. Quand tu as un gros Kickstarter qui arrive et qui va être mis en ligne dans une version boutique, tu as envie d'en parler, tu as envie de le mettre en ligne. On peut d'ores et déjà parler de Fliptoons. De Fliptoons ou de, j'arrive jamais à le prononcer, du sang dans la tour de l'horloge. Je l'ai pas en anglais. The Ouais, Blood. Blood and the And Clock the Tower. Clock Tower. Ouais, merci. Ouais, c'est ça. Où on sait que les gens vont se ruer dessus, et alors qu'on parle de jeux à quasiment 200 €. Bon. Moi, j'ai trop envie de jouer à ça en plus. Oui, moi aussi. Je suis d'accord. Mais on sait Petit pas quand est-ce message qu'il à l'attention de l'éditeur. Si, bon, il nous répondit aujourd'hui. On va avoir une démo. Non. Peut-être que dans quelques mois, ici, on fera une vidéo. Non? Ce serait sort. drôle. J'espère bien. Je sais pas Ce si on sera une partie. le fera dans ce format-là, mais en tout cas, oui. Non, C'est mais dommage oui. que tu t'attardes pas sur la météo des transporteurs, La Florian. météo des transporteurs, ouais, j'avoue, j'ai pas préparé, mais on aurait pu faire ça. Jonage, vous voyez où c'est Jonage? Jonage, c'est où Ah oui. En régie, tu sais ou pas? Dans Il quel regarde département sur Google. Non, mais c'est une ville Parce que- c'est un peu comme Lieu-Saint. Lieu-Saint qui est l'autre point de tension de tous les colis de France. Mais Jonage, ouais, il y a un centre Chronopost là-bas. Et un petit message à l'attention de tous les gens qui travaillent chez Chronopost à Jonage, c'est pas très bon. Non, je sais pas, il y a toujours des problèmes là-bas. Je sais pas pourquoi, je sais pas où c'est, je sais pas si c'est un endroit montagneux ou pas du tout, peut-être, mais Ouais. enfin, il y a tout le temps des problèmes dans ce centre logistique. Mais après, moi, merci. La diffusion de la carte en direct, merci beaucoup. Ah oui, donc c'est quand même dans l'Est. Ouais. Non, mais du coup, moi, je lisais un truc, genre, je sais plus chez qui c'est, je sais pas si la source est sûre, mais c'était un grand média français, à la botte de qui, je ne sais pas, mais qui disait que cet hiver, pour les fêtes de fin d'année, 78% des Français allaient faire leurs courses sur Internet. Faut quand même se dire qu'on enchaîne Black Friday, les périodes de fête, et que du coup, tu as visiblement 78% des Français qui déclarent faire des commandes en ligne, Et ce qui des est complètement soldes. dingo quand même. Et du coup, j'adorerais avoir des vidéos de surveillance des entrepôts pour voir le bordel que c'est, à mon avis, quand je vois l'état de certains de nos colis arriver chez nos clients. Et je jette pas du tout la pierre aux transporteurs. Hein. J'imagine l'enfer logistique que c'est de devoir gérer ces trucs-là. Et oui. Et je suis vraiment pas surpris, quoi. Et je me dis, je sais pas si vous avez suivi, il y a eu des émeutes à la Défense cet hiver parce que les gens faisaient 3h30 de queue pour aller récupérer leur colis dans un point relais, quoi. Et les CRS sont intervenus, on a dû séparer les gens, enfin c'est dingo, quoi. Et c'était pas ça il y a encore 5 ans. J'ai l'impression que je passe pas la vie à dire que c'était mieux avant, mais je dois être devenu un vieux con. Oui. Merci Flo. Oui, alors que de toute façon, c'est un effet. Enfin, on sait que de plus en plus de gens commandent sur Internet, Ouais. et parce que, enfin, il y a plein de raisons, quoi. C'est La facilité. la facilité, l'accès, l'accessibilité, parce que, bah, par exemple, à Jonage, je pense qu'il n'y a pas. Ça se trouve, la boutique de jeux de société la plus proche, elle est à 50 km. Ouais. Après, Euh, Jonage, c'est juste que c'est un énorme hub de transporteurs, je pense. Oui, non, mais du coup, il suffit que ce soit dans des zones Ouais. montagneuses ou autres, et enfin. Voilà, c'est la facilité d'accès, le même pouvoir commander à 23h le soir, Oui. parce que la journée, on n'a pas le temps de se. Ah oui, non, mais moi je remets pas C'est- ça en question. Et hein, les je- prix aussi. Et Je les fais, prix- je fais les clairement prix aussi, partie hein. de ces 78% de Français, donc je vais pas dire que j'aime pas le e-commerce. Je crois qu'on trouve ça avait. assez Je pratique. suis en train de repenser. Je crois qu'on avait eu un hub qui avait brûlé. Oui. Avec des colis C'est à vrai. nous. Ah oui, ça. c'est vrai, je me souviens de ça aussi. Bah, bon, après, ça a été géré. Hein. Oui. Comme Oui, d'hab. comme tout, hein, mais- Voilà. Et on avait aussi une palette qui Ouais. devait partir avec Chronopost, je crois, qui était partie avec Mondial Relais, qui du coup avait disparu puisque oui. c'était le mauvais transporteur qui l'avait récupéré. Voilà. Ouais. Et qui s'est arrivé avec des jeux de boxe. Mm. C'était une commode où il y avait, c'était une palette où il y avait des jeux il y avait de la boxe. Ouais, et du coup, après, ce qui est rigolo à retenir pour les auditeurs, c'est que un
problème chez nous, il arrive jamais tout seul. C'est pas un client qui rentre avec un problème. En général, c'est un problème qui rentre par notre boîte mail et qui va en général toucher 300 clients en même temps, voire 3000. Hein, Fabien. On en parle ou pas? Je suis Pauline. Ouais, t'as raison, cache-toi. Ouais. Certains s'en rappelleront, on envoie des mails et c'est toujours des process bien spécifiques et des affaires très rigolotes à gérer. Mais bon, Mais, en général, on en sort grandi. Mais... Oui. et on essaie de communiquer au mieux aussi entre nous sur les informations. Par exemple, en effet, un retard de sortie de jeu, je communique immédiatement auprès de la clientèle et aussi auprès des collègues, justement pour que ils comprennent potentiellement, ils ne soient pas étonnés de l'avalanche qu'il peut avoir parfois de SAV d'un coup. C'est généralement parce qu'il y a des sorties qui sont décalées. Ça se ressent souvent, parce que souvent c'est le vendredi, tu connais le décalage, donc on annonce le vendredi à tout le monde À 17h. que c'est décalé. Fabien et on lance une arrive promo à 17h30. Et il part en week-end et il est malade le lundi matin. Non, pardon. Moi, j'aurais fait ça, je Vas-y, me serais Pauline, fait continue. virer direct. Non, et du coup, ça a l'effet de quand tu arrives le lundi matin, tu es dans un tunnel direct et tu fais pas trop la journée que tu disais ou c'est café, etc. Tu arrives là, surtout en période de Noël, il y a 200 SAV auxquels il faut répondre. Et là, on a une organisation spécifique. D'habitude, c'est globalement toi et Pauline qui gèrent les SAV. Et là, pendant la période de Noël, on est au moins 4 ou 5 dessus, presque en continu. Mais du coup, ce que je disais à Vincent ce matin, c'est que du coup, là, par exemple, lundi, on a torché pour. On s'est mis à 5 dessus, ça allait super vite de répondre à tout le monde. Ouais, je pense qu'avant midi, on avait répondu aux 160 messages qu'il y avait. Quoi. C'est agréable parce que. Ouais, et puis ça a toujours été enfin, alors je vais nous jeter des fleurs à nous-mêmes, mais c'est un des trucs qu'on avait en leitmotiv avec Fabien quand on a lancé Ludum. C'était. Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça, t'as raison. On peut s'autographier, merci. Non, mais du coup, ça dure longtemps. Ça s'arrête jamais, en fait. Non, mais du coup, c'était super important pour nous d'offrir une expérience web un peu hors du commun, quoi, d'avoir un espèce d'effet waouh. Et moi, c'est quand même un truc qui me tient vachement à cœur, parce que ça fait des années que je fais de la relation client sur Internet. Et voilà, le fait de pouvoir répondre en moins de 2 heures à un mail. Et je fais pas l'autopromo en disant ça, mais en fait, c'est super important dans notre boutique de se dire qu'on traite les clients comme on aimerait être traité auprès d'une boutique web. Et c'est quand même rare. Il y a des grands sites en place, des vendeurs internationaux de meubles qu'on ne citera pas. L'expérience client, c'est genre, tu mets 6 jours à avoir une réponse par mail, tu es au courant de rien, tu suis pas. Et moi, je trouve ça marrant de pouvoir se dire à notre échelle, avec nos 16 petits bras, enfin 15 petits bras parce que Flo en a en moins, on arrive à faire un truc qui va s'approcher d'un gros du web et d'un Amazon, par exemple, tu vois, où Amazon, tu es au courant de tout à chaque moment et il n'y a jamais de problème et il n'y a jamais de point de friction. Et en plus, on paye nos impôts. Et en plus, on paye nos impôts, c'est vrai. Bravo. Enfin, c'est toi qui payes les impôts, Fabien. Parce que moi, je m'occuperai des factures. Non, c'est Pauline. C'est Pauline, pardon. Ouais, mais je ne me retrouve plus. Merci pour ton témoignage, Flo. Si toi, tu devais retenir un truc de cette année ludique 2025, tu retiendrais quoi? Oui, parce que tu joues. En aussi. jeu, tu veux dire? Ouais, ou je sais pas. Alors, moi, mon jeu coup de cœur de l'année, c'est aussi Toy Battle. Je sais qu'on en a beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Et du coup, je voulais savoir, il y a une extension qui est prévue ou un Toy Battle 2, un truc comme ça? Parce qu'en fait, c'est un jeu qui se prête trop bien je sais pas. à une extension. Pas encore. On nous dit non. Ok. Après, Je trouve ça bizarre parce j'imagine que c'est dans les bacs. C'est sûr que ça ça va il n'y a être rien qui a été communiqué. Bah, ils peuvent sortir de nouveaux plateaux. Oui. Ça permet assez Bien sûr, simplement même de des nouveaux sortir. Et des personnages. nouveaux personnages. Après, s'ils peuvent pas faire une extension, enfin, s'ils font pas une extension, ils font une deuxième boîte comme avec Ouais, oui, Challenger, combinable, etc. Mais en tout cas, J'espère que ça arrivera. Ok, mais moi aussi parce que j'ai adoré ce jeu. Mitsukatsu. Et Mitsukatsu. Mais Mitsukatsu, j'ai adoré, mais en fait, j'ai pas fait tant de parties que ça parce qu'il faut des gens Parce que fun personne- pour jouer et ici, ils sont pas fun. Plus personne ne veut jouer avec toi, même tes amis ne veulent pas jouer avec toi. Non, avec ma chérie Morane, on a fait les Medical Mysteries là, Ouais. et j'ai adoré, c'est trop bien, je trouve, parce que Est-ce moi, que tu as tué des patients ou pas? Mais non. Mais Ouais, c'est- moi, il se préparait pour Je suis un trop l'opération. bon médecin. Quand je joue, je mets petite blouse Bah, blanche. c'est-à-dire que vu le temps que tu passes à stéthoscope. l'hôpital, en effet, tu as une connaissance du milieu assez.
J'ai voulu jouer avec le chirurgien et tout, mais il m'a dit non, pas drôle. Trop de travail. Non, et du coup, moi, quand j'ai joué à Medical, j'ai adoré Medical Mysteries aussi. Et je me suis dit, mais c'est facile quand même, à chaque fois on sauve les patients. Et en fait, on l'a fait jouer au beau jeu, au bar à jeu où on va souvent. Et j'ai vu un couple tuer tous leurs patients les uns après les autres. Et je me suis dit, ah bah non, en fait, c'est juste qu'on doit être assez Après, fort. s'ils ont opéré les patients, ils étaient ivres. Non, ils étaient même pas sous. Non. Ok. Ils étaient en bon état. Ils étaient nuls. C'est juste pas des bons docteurs. Et Imagine non, mais moi, c'était vraiment j'attends. des docteurs. J'attends Blood on the Clockworker. Le Clock Tower. Clock Tower. En vrai, je sais pas, je Bah, ça a pas l'air trop de trucs à dire. Oui, je me suis pas beaucoup renseigné, mais moi, c'est les jeux comme ça, là, à rôle caché, de bluff, trahison, ou à la fin de la Ouais. partie, tu sais plus si t'es vraiment ami avec les gens et tout, c'est trop mon truc. L'histoire de notre vie, quoi. On sait jamais vraiment trop si c'était notre ami ou pas. Donc, ouais, c'est mon attente de 2026. Ok. Bah, merci pour cette transition d'ailleurs, Avec parce plaisir. qu'on va s'arrêter là pour cette troisième partie. Et je vous propose de nous retrouver dans une Je reste pas là, quatrième j'étais bien en partie fait, je reste. où on va parler de ce dont on rêve pour l'année à venir. Moi, je vous dis au revoir. Au revoir. Et on se retrouve pour cette quatrième et dernière partie. J'ai le plaisir de retrouver Marion, Enrique et Siegfried avec moi. Et on va se permettre un peu de rêver et d'espérer. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour cette année 2026 ? On commence par se dire bonne année normalement. Déjà, Ouais. c'est bonne le année, premier c'est vrai. truc. Après, je pense qu'on va diffuser cette vidéo. Ça sera pas encore à la bonne année. Mais bon, Ok. on peut souhaiter bonne année à venir. Bah, de bonnes fêtes et. Non, mais ludiquement, Ah. vous rêvez de quoi ? Ah. Déjà, il me tarde le festival de Cannes. Alors, celui Ouais. des jeux, hein, pas du cinéma. Non, on avait compris. Pour justement voir un petit peu tout ce qui va arriver, en tout Ouais. cas sur le premier trimestre ou le premier semestre de 2026. Alors, comme on le disait durant tout le podcast, je suis en charge du catalogue, donc j'ai commencé à voir un petit peu ce qui va arriver sur 2026. Bon, on a quand même un regard très flou pour le moment sur les sorties qui vont arriver. On a certaines attentes qu'on a pu voir déjà lors de Vichy en septembre 2025. Ouais. Mais sinon, pour le coup, j'ai des attentes où T'as envie de j'attends d'être découvrir de surprise nouvelles en fait. Ouais. Parce que je ne sais pas trop ce que va être l'année 2026 dans les jeux. Ouais. Je n'ai aucune idée de réellement ce qui va constituer l'année 2026 pour le moment. Toi, Siegfried, qui est probablement celui de nous qui suit l'actualité au plus près, t'as repéré des choses où, au pif comme ça, tu dis ça va marcher. Bah, j'ai été celui qui a introduit Fliptoons à l'équipe, par exemple, C'est vrai. que je vais repérer sur BGA. J'en ai fait, je crois, une centaine de parties avant de dire à tout le monde dans l'équipe, mais testez-le. Ça a le potentiel, en tout cas après, comme on dit, il y a toujours des questions de stock et de marketing qui font qu'un jeu qu'on sent peut en fait moins fonctionner. Ouais. Mais j'ai dit, c'est le genre de jeu qui a le potentiel total en termes de format, de cible, de calibrage pour être un hit. Fliptoons qui doit arriver. Mars-avril, normalement, chez Ok. Silex. Après, c'est une annonce. Ça peut encore être retardé, mais Oui, c'était on en parlait juste avant. ce qui était prévu. Rien n'est jamais acquis. Ne prenez pas cette information pour argent comptant. Jamais. Mais dans tous les cas, je vous fais une vidéo de présentation. J'ai prévu de faire une vidéo de présentation du jeu début janvier. Vous aurez toutes les infos sur Fliptoons, comment ça marche, pourquoi c'est bien. Parce que c'est bien. Enfin, clairement, moi Ouais. aussi, pour l'instant, j'ai joué que sur BGA. Donc, Mm. on aura une version physique qu'on va pouvoir vous montrer. Oui. Comme la vidéo que tu as faite sur Origin Story, il y a des jeux dont on sent tellement qu'ils sont bien, qu'ils ont potentiel pour être un hit, en fait, qu'on leur consacre, moi, un long article d'actu, toi, une vidéo. Alors même que ça n'a pas grand sens de le présenter des mois à l'avance, mais c'est aussi une manière de vous montrer à quel point on est passionné par un jeu, de partager l'enthousiasme dès qu'on le ressent, Ouais. bien avant la sortie. Pour... Ouais. Ouais, moi, c'est ça que je nous souhaite pour 2026. Alors, c'est un peu plus large, mais c'est vrai que j'ai adoré découvrir Origin Story. De toute façon, c'était un coup de cœur. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Elle est pas loin dans notre fil. Moi, ça a été une très très bonne surprise. Et c'était vraiment trop cool de pouvoir découvrir ça tous ensemble et de voir ce coup de cœur collégial et immédiat de tout le monde. Et c'est un jeu de pli. Ouais, et j'ai trouvé la vidéo de Enrique géniale. Merci. Je tenais à le dire. Et du coup, j'espère qu'on va pouvoir en faire plein d'autres et pouvoir généraliser ce format et pouvoir faire diversifier les intervenants et réussir à parler de jeux autrement et d'en parler de cette manière-là.
quitte à le faire en avance, bien avant sa sortie ou après sa sortie, mais voilà, de partager un peu plus intensément ses coups de cœur, quoi. Parce que malgré tous nos plaisirs ludiques, ce genre d'enthousiasme collectif, Ouais. c'est pas si courant que ça. Oui. Il y a Fromage notamment qui avait été Ouais. vraiment notable parce que tout le monde, dès qu'on l'a testé, on a eu envie d'y rejouer et d'y rejouer encore. Mais Origin Story, voilà, c'est le genre de choses qu'on a envie de ressentir davantage parce qu'avec Ouais. tous les jeux qu'on teste, il y a toujours un coup de cœur individuel, mais là c'est vraiment le genre de coup de cœur absolument collectif et Ouais, qu'on que a tout de suite envie de partager à tout le monde. Le C'est- consensus, c'est beau de ressentir est ça, rare, ouais. ouais. Oui, Ouais, moi, j'avais beaucoup aimé D1 ou Dewan, je sais pas comment on le prononce. Devan, devant. Devant. Tu vois. D1 chez Space Space Cowboys. Cowboys. Space Space Cowboys à Cowboys. la rentrée, on avait joué avec Fabien à Vichy. Vichy. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais adoré parce que c'est exactement ce que j'aime dans les jeux, je pense. Et du coup, on a reçu une boîte là en avant-première, on y a joué avec toute l'équipe et c'est toujours rigolo de voir que il peut y avoir des dissonances et que du coup ça n'a pas eu forcément le même effet waouh chez vous que chez nous. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est un mauvais jeu, bien au contraire. Non, c'est un excellent jeu. Il y a plein de trucs qui sont bien faits, mais voilà, c'est pas toujours des coups de cœur général et tant mieux. C'est aussi pour ça qu'on est 8. Quoi. On est Je pas pense tous les mêmes joueurs, quoi. Après aussi, ce qui se passe, c'est qu'on est donc des joueurs et des joueuses qui jouent énormément. Le métier fait que peut-être on a tendance à comparer constamment. Ouais. Et d'une certaine manière, à l'avoir comparé à un autre jeu sorti récemment, un peu dans la même cible, qui est Rebirth. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est ça aussi qui se passe. Ça Moi, je n'enlève trouve que ça n'a rien. rien à voir. Il faut acheter les deux, jouer aux deux. Oui, parce que les deux sont très bien. mais il n'empêche que D1 a, en tout cas, déjà rien que le parti pris graphique et le travail qu'il y a eu d'édition est exceptionnel. Oui, non, mais il est trop bien. Enfin, Après, en moi, vrai. D1, je m'attendais à faire cuire des crêpes à différents endroits, etc. Attends, Ça fait très breton, non, mais Olivier, c'est on me nous. regarde bizarrement, mais non, mais les écoles et les collèges d'Iwan en Bretagne, c'est Ah ouais c'est les écoles et les collèges où on enseigne en langue bretonne. On enseigne en langue bretonne, c'est ça Ah ouais, ok. Et du coup, Diwan, ça Génial. veut dire ça. D'accord. C'était la seconde culturelle de ce podcast. Ma seconde bretonne. Que pour le coup, le jeu n'a vraiment rien à voir avec Ah bah la non, Bretagne. quoi. absolument. Peut-être leur dire de faire une petite carte goodies ou une petite carte en forme goodies. de Bretagne. Non, après, dans les attentes, peut-être justement, on doit parler vraiment spécifiquement de jeux. Je pense à les secrets, Le Warden The Warden King, Warden King. King. Ah ouais, on a vu Avicii. Ah oui. qui est du jeu dans quête Oui, énigme déduction, et déduction plutôt. Voilà, excusez-moi, Vous déduction. avez fait des tours, vous. Ah ouais, on a Les fait deux premiers chapitres qui sont les chapitres qui, deux ou enfin, trois, je sais plus. moi les deux. Ouais. En tout cas, c'est vraiment l'initiation de l'initiation. Voilà. Enfin, Qui sont on les nous a bien chapitres qui teasé que ça allait autorisent. être beaucoup plus complexe et prendre beaucoup d'ampleur par la suite. Ouais, Mais- moi, je l'ai vu que sur table et je C'est vous ai écouté me Mm. raconter ce que vous avez vécu, mais en effet, ça donnait très très envie. Ouais. Oui, c'est un jeu d'enquête qui va avoir autant de succès et aussi bonne presse, je pense, qu'un Behind, parce que Ouais. c'est des Mm. jeux d'enquête qui offrent autre chose que ce qu'on voit dans Unlock, même dans des jeux très narratifs avec plein de cartes et tout. Là, il y a vraiment assez peu de matériel. En fait, il faut tout regarder, le moindre détail de ce cimetière un peu en relief là que vous allez avoir devant vous. En fait, pour le matos et pour la mise en scène de ce truc-là, le jeu fera parler de lui, c'est sûr. Et puis, c'est encore Paolo Mori. Après Et Captain Paolo Mori, Philippe et ouais. Toy Battle, enfin, c'est assez exceptionnel de revenir avec un jeu aussi différent. Le gars est chaud, on peut le dire. Ça Il sera une- aime les tuiles quand même. Hein. Il doit avoir un passé de couvreur, à mon avis, ou un truc comme ça. Peut-être. En tout cas, évidence de 2026. Ouais. c'est assez En clair. termes de jeu d'enquête, Ouais. c'est sûr. Siegfried, il y a d'autres choses que tu avais identifiées qui t'ont tapé dans l'œil? Oh, enfin, il y avait pas mal de choses. Je vais pas. Oh bah tu peux, C'est la liste. non, tu peux énoncer les noms. Alors, liste de noms. Leda, ça avait déjà beaucoup plu. On a vu un aperçu à Vichy, le prochain jeu de Yoel. Janvier C'est de faire plaisir. ou février, ça sort quand ça Non, juillet. Ah, juillet, ok. Oui, c'est pour le flip. C'est ça. Et avec plusieurs extensions qui sont prévues, ça donnait vraiment très envie en jeu de duel. Un Formaggio, forcément, qui devrait a priori sortir un an après Fromage, donc en fin d'année prochaine, mais que certaines personnes parmi nous ont déjà précommandé. Parce qu'on Qui a un stand-alone ou une extension? du coup un expandalem. C'est-à-dire que ça propose 4 nouveaux Ok. mini-jeux qu'on pourra coupler, moduler avec ceux de Fromage. Mais qui Très peut bien. jouer en. Et qui peut être joué tout à fait indépendamment, et cette fois sur les fromages italiens. Après, unpopular opinion, enfin popular opinion pour moi, mais les fromages français restent bien au-dessus des fromages italiens. Exactement. Du coup, ça va être un jeu en dessous de fromage? Ce n'est pas ce que disent les classements des meilleurs fromages du monde qui mettent les fromages italiens avant les français. Ouais. Je sais, c'est aberrant, mais On en a parlé au début du podcast. Est-ce qu'on peut vraiment se fier au top? exactement. Voilà. Certaines personnes n'ont C'est un aucun. top fait par des fromagers italiens, oui, À d'accord. part les nôtres, tu veux dire. Mais on mais, fera un top des mini-jeux de fromage sur tous les, on les jeux. pourra faire ça. De toute façon, confondus. on va reparler de Formaggio, c'est absolument sûr et certain. Il y a Earth, l'extension Animal Kingdom, qui donne vraiment très envie parce qu'elle a l'air beaucoup plus poussée qu'Abondance avec des meeple animaux. Enfin, a priori, c'est l'année prochaine, c'est très chouette. Grey Lune, qui est le prochain gros jeu expert de soif pour la semaine prochaine. Un nouveau, Ah, par l'auteur
l'auteur de Kélus. Ouais, c'est ça. Et quand de même. Spirium, Ouais, c'est ça, et qui donne vraiment très envie. Ouais. Bah, moi, j'attends beaucoup les 2 tours, qui est la suite du jeu de pli coopératif, la communauté d'anneaux, qui était un de mes jeux préférés de cette année. Well Venture, qui a été reporté, mais Oui. qui nous avait déjà beaucoup enthousiasmé en termes de jeu de Ça duel, pourrait construction de être, tableaux. Misfit Heroes, qui sort chez Gigamic, Oui. avec du card crafting à construction de tableaux, et ça. C'était à la fois familial et en même temps vraiment très chouette, C'est vrai. combinatoire. Enfin, ça procure des sensations en tout cas qui pourraient le placer parmi les hits de l'année prochaine. Enfin, une des grosses attentes en tout cas. L'extension de Wyrmspan, parce que Wyrmspan, c'est un jeu qu'on adore aussi beaucoup dans l'équipe et l'extension elle est vraiment très poussée. Puis bon, Arctica, le nouveau jeu de Luc Raymond. Mystic Lands, que moi j'attends beaucoup parce que c'est la suite de Mystic Veil et Johnny Claire qui essaie de faire mieux que Mystic Veil en répondant à toutes les erreurs entre guillemets de Mystic Veil. Il y avait des erreurs dans Mystic Veil. Bon, Alors. si peu. En tout cas, lui identifie avec le recul quelque chose qu'il aurait pu améliorer. Il propose vraiment une V2 de Mystic Veil, qui était, je vous renvoie à mon top, un de mes jeux préférés, donc c'est chouette. Myrm, ça fait des années qu'on annonce le remake. A priori, ça serait... Myrm, qui était un jeu primé de Johan Levet, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, qui était le jeu qui a fait connaître Johan Levet, qui est aussi un jeu expert qui a beaucoup compté pour beaucoup d'auteuristes qui sont un peu rentrés dans le jeu de société expert par Myrm, et qui en cite encore. Je crois que c'est Johan Benvenuto, il a récemment dans une interview qui disait encore qu'il a été marqué par Myrm. Enfin, c'est vraiment une espèce de coup de cœur universel et qui devrait enfin revenir dans une vraie V2. Myrm, c'est un jeu de... Fourmis. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais de conquête de territoire avec des fourmis, quoi. Absolument, oui. Et donc dans une vraie édition ergonomique moderne, parce que bon, ça c'était un peu daté en termes de présentation. Voilà, il y a pas mal de choses qui donnent quand même très envie. Malgré effectivement le peu de visibilité qu'on a, assez étonnamment, parce qu'après Vision, on s'attendait à quand même mieux voir ce qui est sorti cette année. Ouais. Et bon, pour l'instant, on ne sait pas trop, mais d'où l'attente effectivement vraiment de Cannes, parce qu'on sent que beaucoup de gens gardent des cartouches. Je pense que c'est aussi qu'à Cannes, quand peut-être nous utilisé le Toy Battle 2, c'était un peu trop tôt de l'annoncer avant Noël, mais je pense que c'est le genre de moment où après, ce sera pas ça peut vraiment être une pertinent. surprise. Marie en parlait tout à l'heure, c'est toujours agréable d'être surpris et d'avoir un truc Bien sûr. d'une fraîcheur extrême qui arrive et qui arrive à nous piquer au vif. C'est toujours le gros plaisir aussi de quand toute l'équipe se rend en festival, c'est justement d'avoir ce jeu auquel on ne s'attendait pas. Ouais. Et en fait, là, il y a le banger sous nos yeux. Et en fait, c'est sûr, ça va cartonner et ça va être trop bien parce que si dès la première partie, on est tous à fond, il y a quelque chose qui se passe. On sait que ça va fonctionner. Est-ce que c'est possible d'avoir de telles épiphanies plusieurs fois dans l'année? On a déjà eu. Il y en a eu cette année. Ouais, c'est vrai. Il y en a eu cette année. Donc, c'est juste que ça va aller taper sur des types de jeux ou des mécaniques différentes. Mais on a eu du jeu d'ambiance avec Flip 7. On a eu Toy Battle sur du. Et moi, du coup, je me rappelle, on a été gentiment invité par Gigamic il y a ça 2-3 mois, je crois, pour aller tester leur line-up de l'année à venir, une partie de leur line-up, parce qu'ils voulaient garder certains secrets. J'ai joué à un jeu dont je ne me rappelle absolument pas le nom, tu m'en voudras pas, Logan. Et c'était un proto avec des cartes, avec des gros chiffres colorés. Donc ça ressemblait un peu à un Udo Ipso. ou un Skijo. Ipso. Mais c'est pas le nom définitif? Si. Ça va être avec des fusées, etc. On tu devait faire une pyramide de cartes. Normalement, ça va s'appeler Ipso. Et ben ça, IPSO. pour moi, c'est un énorme banger à mon avis à venir. Et je sais pas, parce que je vais pas faire les Nostradamus encore une fois, je sais pas si ça a le pouvoir d'un Flip 7 ou d'un Skijo, mais en tout cas, ça en a l'allure. Et ça donne envie, quoi. On a eu de très belles annonces, en tout cas, quand on est allé. On a eu, par exemple, je sais qu'une extension coopérative pour Acropolis sort en 2026. Moi, ça me donne très envie. C'est vrai que c'était. Parce que ça donne envie d'aller voir, en reprenant ce matériel de la boîte de base, en fait, finalement, on va se retrouver face à un tout autre jeu. Parce qu'il y a eu un vrai travail sur la manière de jouer en fait à Acropolis qui arrive en ayant cette extension. Mais on en profite pour les remercier d'ailleurs, parce que ce soit Gigamic, BlackRock ou Lucky Duck font partie des éditeurs qui sont assez... pour le coup, Gigamic n'est pas local avec nous, mais les autres sont pas très très loin de chez nous. Et Matago, évidemment, parce que c'est nos voisins. C'est des gens qu'on arrive à voir très souvent et qui nous présentent les jeux bien en amont. Et du coup, c'est assez chouette d'avoir des échanges à ce niveau-là. Donc c'est vrai que parfois, on a un peu des teasings bien en avance sur certains jeux. C'est toujours assez chouette. Moi, personnellement, j'avais prévu de prendre une année sabbatique ludique en 2026 pour la sortie de GTA 6. Donc, je pensais complètement m'arrêter de jouer à des jeux de société. Ouais, mais c'est novembre. Bah ouais. 19 novembre. Je vais être obligé de travailler l'an prochain. Je suis un peu déçu. Mais tant pis, quoi. Mais par contre, à Noël prochain, il va falloir assurer les gars parce que Ouais, tu seras plus là. je ne serai pas là. J'espère qu'on aura résolu tous les problèmes techniques du site. Moi, j'ai vu passer. Moi, il y a des trucs, je sais pas si je peux parler d'attente parce que j'en sais rien. On ne sait rien de ces jeux-là. Enfin, en tout cas, là, mais tu parlais de Grey Lune. J'ai vu passer chez Sorry We Are French aussi un jeu qui s'appelle Epic Melee.
et qui a l'air d'être un petit jeu de cartes où en fait je sais pas grand chose du jeu, mais il est super beau. On va jouer des personnages qui vont se foutre sur la gueule au milieu de la table, quoi. Ça a l'air vraiment, tu sais, les genres de jeux très épurés, un peu dans ce qu'on a vu à Toy Battle ou même Wizard Cup, ce que j'avais adoré l'année dernière. Là. Donc bon, voilà, à Sorry Warfrench, ils sont en train de faire des trucs de ouf là en ce moment, j'ai l'impression. De toute façon, c'est un excellent éditeur qui développe toujours ses jeux parfaitement bien, donc ça te donne toujours envie. Un peu dans le même style, il y avait un jeu chez de Richard Garfield, chez Nerd Lab, qui s'appelle Titan. Je ne sais plus quoi. Titan. Battle Titan, je sais plus. J'ai plus le nom. C'est un autre jeu, moi aussi. Non, vous y avez joué avec Célia à Vichy. Non, il parle d'un autre jeu. Ah, d'un autre jeu. De Richard Garfield et de. Son cousin belge. Non, Final Titan. Final Titan, là. Okay. C'est Richard Garfield et c'est par l'équipe de Mindbug, en fait. Donc, c'est chez l'éditeur de Mindbug, donc, qui a l'air aussi vraiment très chouette dans ce truc où on va jouer des personnages avec des capacités. J'ai l'impression que tout le monde va un peu dévoiler son jeu au dernier moment et puis tout faire péter les effets en réaction en chaîne. Il y a un truc que j'attends un petit peu quand même aussi, plus par curiosité, c'est bon là je vais parler jeux de rôle. Très bien. J'allais demander justement si c'était des jeux de rôle. Attention parce que cette année il y a un gros truc chez Donjons et Dragons, ils sortent une nouvelle boîte d'initiation. Et alors, ils en ont déjà sorti des boîtes d'initiation Donjons et Dragons, mais là c'est un peu spécial parce que on a une boîte qui va être vraiment massive, un truc colossal à 60 balles. Bourré de matériel, avec vraiment un livret de scénario hyper conséquent, et puis vraiment, en fait, on a l'impression de voir une boîte de jeu. Et du coup, adressé aux néophytes ou adressé aux gens qui ont déjà fait de l'expérience en fait, c'est mon attente. Je veux voir comment ça prend un truc comme ça, parce que en même temps, le produit est trop bien. Et les boîtes d'initiation qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est autour de 20 balles, et c'est plutôt... Il y a tout, il y a tout pour jouer, mais c'est très maigre. Il n'y a pas beaucoup de matos. Là, même, il y a même des punchboards pour les pièces d'or, quoi. Ce qui est vraiment le truc dans le jeu de rôle où, typiquement, tu l'écris sur ta feuille, tu vas pas t'amuser, il y a ça dedans. Ils ont vraiment. Donc on parle avec les yeux qui brillent. Non, mais moi, c'est pas. les yeux qui brillent quand non, tu parles de jeux de rôle. Moi, c'est pas mon style de jeu du tout, pour le coup. Enfin, je jouerais jamais avec des vraies pièces d'or à un jeu de rôle. Et puis, en plus, moi, je suis team Pathfinder et pas du tout Donjons et Dragons. Mais par contre, c'est une sortie Donjons et Dragons, donc c'est forcément, c'est toujours un petit événement. C'est toujours un petit événement et une boîte d'initiation à 60 €, là où Black Book a sorti cette année une boîte d'initiation pour Chronique oubliée, je crois que c'était à 15 € ou à 12 €. Enfin, c'est un écart comme ça. Je fais, c'est quoi la strat ? J'ai hâte de savoir en fait ce que ça va donner et si ça prend quoi. Après, on est un peu, peut-être que je me mouille, mais on est dans un nouvel âge d'or du jeu de rôle. Là. On n'a jamais vu autant de vidéos de parties online sur YouTube. T'as eu l'effet Devil's Club de Stranger Things qui a lancé le truc et qui a sorti ça un peu des caves. Ouais, et à la fois, ça aussi c'est une attente que j'ai, c'est un dénouement heureux pour Black Book Edition, qui est un des plus gros éditeurs français, parce qu'ils sont en train d'être en grosse difficulté financière avec d'une sombre histoire d'entrepôt trop cher. Donc âge d'or, mais en même temps, je sais pas. C'est compliqué en fait, quoi. C'est hyper dur à analyser en fait. Et je leur souhaite le meilleur, évidemment. Puisqu'ils localisent Pathfinder, donc j'aimerais bien qu'ils continuent. On leur souhaite le meilleur. Voilà. On est d'accord. Marion, quelque chose à rajouter ? Je réfléchis. Ah si, alors, moi, il y a un truc, sans parler de jeu, c'est... J'aimerais bien cette année... un Mario sur Switch 2 non, je reste sur le jeu de plateau. J'ai l'impression que cette année, ou alors peut-être vous me dites si je me trompe ou si j'ai loupé un truc, mais on n'a pas eu d'OVNI. Ou alors en tout cas d'OVNI marquant comme j'ai pu moi avoir, je me rappelle de la sortie de Fog of Love qui était un truc de ouf, un jeu qu'on n'avait jamais vu avant, ça n'existait pas, ou même Tag Team c'était quand même pas mal comme OVNI, moi je trouve. Un jeu aussi, non, c'était consensuel dans la forme, mais après dans la mécanique tu vois, un auto-battleur où tu vas construire ton jeu et le programme. Oui, mais tu vois, il y en avait déjà des auto-battleurs. Oui, c'est vrai. Ou Fog of Love était plus. Opération Zèbre. Mais non, parce que ça reste un jeu de culture générale. C'est pas un ovni, tu vois, mais ou un Alice is Missing, tu vois, quelque chose qui ressemble à rien et qui a un succès de vente aussi. Parce que je pense qu'il y en a des ovnis. Mais qui passent un peu inaperçus parce que c'est peut-être trop ovni, je sais pas, ou c'est mal. J'ai pas d'exemple là, mais oui, il y a l'ovni. Il y a l'ovni, bien sûr. Merci en régie. Même The Mind.
Ouais. Quand The Mind est sorti, 100 cartes numérotées de 1 à 100, As d'or, hyper clivant, la moitié des gens qui le détestent et qui trouvent que c'est pas un jeu, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien, ça alimente trop de discussions et j'aimerais bien qu'il y ait un truc comme ça en 2026, un truc qu'on n'ait jamais vu, quoi. Ok, moi aussi, je suis d'accord. Ça m'intéresse. Siegfried, un mot pour finir? Une envie, un rêve? Non, que ça fait 1 an que je suis chez Ludum, donc que ça continue comme ça, avec toujours plus d'ambition et d'envie de bien faire, et de création et d'enthousiasme commun qui me permet de mettre en place des projets qui sont aussi chouettes que ce podcast, cette chaîne YouTube qui décolle et qui prend de nouvelles formes de plus en plus assumées. C'est beau de voir aussi d'arriver tard dans l'aventure et de l'avoir quand même continué de s'étendre, de se développer dans des directions aussi stimulantes. Donc merci à l'équipe Ludum, et puis merci à la communauté qui nous permet aussi de vivre ses rêves et qui nous donne envie de prolonger tout ça, cette aventure avec vous. Trop bien. Bah, merci à tous, c'était Décousu, c'était l'épisode 0. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour cette année 2026 à venir? Bah, une quotidienne, on espère. Donc, on espère. Quoi, une quotidienne? Une quotidienne. Ah ouais, le mec est chaud, quoi. Une quotidienne. Voilà. Non, une Quotidienne. On arrête de travailler maintenant, on fait que ça. Voilà. Ouais, j'en perds mon Désolé, du coup, il y a Non, plus de une fiches produits. une hebdomadaire. L'idée, c'est qu'on revienne dans des formats plus courts et plus condensés. 45 minutes toutes les semaines pour vous parler des nouveautés, de l'actu ludique. Vous en parlez sous ce format, 4 autour d'une table, avec des interlocuteurs qui vont tourner. Voilà. Pour ça, c'est super important de vous faire part que vous nous fassiez part de vos retours et que vous nous partagez ça en commentaire, nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Est-ce que techniquement on est bon ou pas bon? Soyez gentils. Soyez sympas parce Super. que C'est pas notre métier parce à que la voilà, il y a base. que de l'amour, c'est pas notre métier à la base. On est des vendeurs de jeux sur internet et on essaye de faire ça le mieux possible. Le reste, c'est que du bonus et c'est que de l'amour. Donc, abonnez-vous, écoutez-nous et n'hésitez pas à nous faire des retours. Et bonne Merci année. beaucoup et bonne année 2026 surtout. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao. Bon c'est fini pour cette semaine, je pense. Ah, c'était cool, hein. Bilan, un très bon bilan. On est bien sorti. Ça passe vite, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On joue? Oh non, flemme. On va au beau jeu. Allez. Au revoir. Allez, salut les loulous, bonne soirée. Au revoir. C'est bon, c'est fini là? Ouais. Décousu.